N'importe quoi, le Samuel Etienne. Comment ça va les amis? Bonjour à tous, c'est lundi. Je ne suis pas jaune, je n'ai pas une jaunisse, c'est juste qu'il y a trop de soleil. Mais qu'est-ce que c'est que cette météo de dingue? Vous, je sais pas le week-end, mais il a fait beau. Il a fait beau ici à Paris. Et c'était genre l'été, dimanche c'était l'été. Je suis parti à la campagne, on a l'impression que c'était l'été. Le nom du groupe, pas de problème, normalement tu dois pouvoir trouver ça, mais le nom du groupe, c'est de la musique libre de droit que Twitch met à notre disposition. We Ride the Skies, ça c'est le titre. À moins que ce soit le groupe. Et Lunar Satan, comme Satan, le titre. Enfin bref, tu vas t'y retrouver. Ça va les amis? Bien? Bien ou bien? Ça va? Heureux de vous retrouver en ce début de semaine. J'étais là dimanche, j'étais là samedi, j'étais là vendredi. Enfin, j'essaie d'être là au maximum, d'autant que je sors d'une petite série de questions pour un champion qui m'a empêché de streamer, donc ça m'a manqué. Vous allez bien ou pas? Il y a Maltarot qui me demande si ça a été la matinale. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Victoire de la France, on va en parler. Je vois que certains se réjouissent. C'est la une de l'équipe notamment, du Parisien aussi. Bien, je suis heureux de vous retrouver. J'ai pas mis mon calendrier de stream à jour cette semaine, mais je pense que je vais être là peut-être tous les jours. Peut-être faire un 7-7. C'est pas un 4 à la suite, mais un 7 à la suite. Ça pas le petit bonjour de Budapest à l'instant. Merci d'être là pour nous, merci d'être là. Merci Cheb69, mais merci surtout d'être là pour moi, ouais. Donc peut-être un 7 sur 7, peut-être un 7 à la suite aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. Il y a des nouvelles qu'on les accueille un peu chaleureusement sur ce stream, qu'on leur explique un petit peu le concept, qui n'est pas très compliqué d'ailleurs. Ouais. C'est drôle ça. Nouveau, nouvelle ou pas? Où il n'y a que des habitués? Il y aurait que des habitués ce matin? Ouais. Ça y est, c'est parti. Quarks, première fois. Première pour Gézoriac, ça me fait plaisir. Premier, nouveau, et tout le monde est accueilli, ça c'est cool. Par Arastieux dit bonjour au petit nouveau. Ok, nouveau, nouvelle, qu'on les accueille chaleureusement. Anciens occitaniens, on aime les anciens aussi, bien sûr. Et les anciennes d'ailleurs. New aussi pour Zarik, salut. Nouvelle pour Virginie et A1210. Je commence à être un habitué, me dit Gongles, j'essaie de prononcer au mieux. Voilà. On peut pas dire habitué, je suis là depuis hier. Totoche 3. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que c'était pas trop mauvais hier si t'es de retour. La dernière fois que la France a remporté un trophée, c'est trop mignon ce que dit Pete. 35 420, à mon avis c'est un code postal. 35 Ille-et-Vilaine. La dernière fois que la France a remporté un trophée, le Stade Rennais a remporté la Coupe de France en fin de saison. C'est trop mignon. Merci Pirouette. D'abord, joli pseudo et merci pour ton sub, ton abonnement à l'instant avec Prime. Deuxième mois d'abonnement, donc tu as le droit, comme tu le vois sur ton badge, j'ai un deuxième sucre dans la tasse. Et merci Océane Bohème, j'espère que je prononce bien. Océane Bohème, c'est joli, pour ton abonnement avec Prime aussi. Bon alors bienvenue aux nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un truc très simple. D'ailleurs, vous pourriez expliquer dans le chat, j'ai même plus besoin de le dire. Qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux. La matinée Étienne, excellent jeu de mots, basé sur mon nom de famille, la matinée Étienne, c'est un peu la mienne, mais c'est surtout la vôtre, c'est pour ça que c'est Étienne, c'est ta matinée, c'est ta revue de presse, parce que on lit les journaux, un peu de gym, on lit les journaux, et il y en a ce matin, voilà, on peut même se faire une petite maison quand il pleut, j'en ai plein ce matin à vous lire, on lit les journaux, mais on les lit ensemble, et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Voilà. Ici, il y a une interactivité, il y a le chat, bien sûr, et les habitués le savent, on parle beaucoup ensemble des journaux et de l'actu. Voilà. Donc ça, c'est le présupposé, et puis on prend le temps aussi, voilà, puisqu'une revue de presse, normalement, ça dure quelques minutes dans les médias audiovisuels classiques tels que je les pratique, 3, 4, 5, 6, 7 minutes grand maximum, mais ici, on est ensemble pour minimum 2 heures ou 3 heures. Voilà, je pense, 2 bonnes heures ce matin. 2 bonnes heures, au moins 2h30, je pense. Voilà. Et on fait d'autres choses, certains y font allusion. Merci Didine de Queen pour ton soutien et ton abonnement, merci beaucoup. On fait d'autres choses, on boit du café énormément. Je me lève à des heures un peu bizarres. Le réveil sera à 1h45 le matin pour la matinale de France Info. Donc je dors pas beaucoup, mais c'est mon meilleur ami, mon ami le thermos. C'est bizarre d'avoir comme meilleur ami son thermos, c'est un peu triste, mais c'est ma vie. Non, c'est pas triste du tout. Donc on boit beaucoup de café. Voilà, merci Darkouf78 pour ce 2e mois d'abonnement consécutif. Et boum, 2 sucres dans la tasse. Et on chante aussi. Enfin, hélas. Parce que de temps en temps, je sais pas ce qui me prend, je chante. Voilà. Parfois l'actualité nous emmène vers des chansons, des chanteurs, des chanteuses, des groupes. Et puis j'adore pousser la chansonnette. Le problème, c'est que
chante comme une casserole. Et ça fait fuir les viewers par centaines. Horizon Darkness, merci aussi pour ton 2e mois d'abonnement, ça me fait bien plaisir. C'est cool ces subs là, alors qu'on n'a même pas commencé à lire la presse. C'est vraiment super cool. Voilà le concept, il est tout simple. Que vous dire de plus, c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié quelque chose, les habitués? On a parlé des journaux, on a parlé de la chanson, on a parlé du café, des moments de grâce. C'est gentil, style Romy. Je savais pas que je faisais ça aussi. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je crois pas. On va pouvoir démarrer. Si, on a oublié de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce petit exercice que j'adore. On a oublié de se dire d'où on était. Moi, je suis doux. Je suis très doux, d'ailleurs. Voilà. Parce que j'ai été lavé avec Myrlène. Les plus anciens connaissent la ref. Je suis très doux. Et où vous êtes doux? D'où vous êtes doux, vous? D'Europe, de France, c'est parti. Tours, Strasbourg, let's go. Allez, faites péter les localités là, qu'on voit un petit peu de vous nous regarder. Bretagne, Épernay, j'ai pas bougé. Lyon, Caen. Oula, ça va trop vite. Bouillard, ça va trop vite. Van, merci Lolocune pour ton sub. Karlsruhe, Allemagne. Menton, Beson. Sainte-Anne-sur-Brévet, 44, Aix-en-Provence, Marignane, côté de Marseille, je connais Rennes, ça y est, les supporters, les rouges et les noirs sont là, Lyon, regarde mon pseudo, Daron de Lyon, ok, j'ai la ref, Chartres, Nantes, Lyon, encore, Rouen, Bandol, Toulouse, oh l'accent que j'ai pris pourri, Haute-Savoie, Aisne, Saint-Malo, je kiffe, pour plein de raisons, Paris, Vitré, Alpha du Centaure, waouh, j'espère que tu as autant de soleil qu'ici, Moulins, dans l'Allier, Clermont-Ferrand, du Doubs, je suis du Doubs. D'où es-tu? Du Doubs. Salut Jackie. Lyon, Boulogne-sur-Mer, je suis de Soupline. Dour, je connaissais Tours, mais Dour, ça existe aussi, c'est possible. Grenoble, chez les Pruneaux, moi je dirais Agen alors. Nice, Séoul, salut amis sud-coréens. Reims, Rennes, Le Gers, Rouen, Louvigné-du-Désert, 35. Coucou de la morgue, comme tous les lundis. C'est un peu flippant ce que tu dis, Moébilo, là. Cahors, avec adoucissant, c'est bon, vous êtes parti sur la blague du Soupline. Nancy, Norvège, ah, c'est cool. Pays que j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu, j'ai bien aimé. Ouessant, waouh, cool ça aussi. Castelet, du Doubs. Des blagues aussi. Oui, on fait des blagues aussi. Ça pour faire des blagues pourries, ça, je suis au rendez-vous. Ok. Je vois un Parisien qui est en Finlande, je vois des amis de Fribourg en Suisse, je vois des amis de Nancy, de Montrouge, d'Avignon, de Bordeaux, je vois des amis belges et ça me fait bien plaisir. Voilà. Et je vois un Saint-André-le-Bouchou dans les Dombes. Alors ça, Ploraiser, je pense que c'est la première fois qu'on me regarde depuis Saint-André-le-Bouchou dans les Dombes. En tout cas, c'est la première fois que je lis ton petit mot. Bon, je ne vais pas tous vous lire, sinon les nouveaux. Oh, c'est tout mignon. À propos des nouveaux, il y a Chizrek, qui s'est abonné tout à l'heure pendant la petite musique, d'ailleurs merci à toi, j'ai bien vu, qui propose une nouvelle règle, les nouveaux doivent acheter des croissants pour tout le chat. On a fait une vanne là-dessus, je crois que c'était hier. À un moment, quelqu'un m'a dit « Bon, je te laisse Samuel, il faut que j'aille acheter les croissants. » Je lui ai dit « Bah non, interdit, t'es fou. Les croissants, tu les mangeras après. » Puis je lui ai dit finalement « Si, ramène-nous-en. » On était 4500. Eh ben, on a été très déçus. Merci Sigrid, 714, pour ton abonnement. On a été très déçus parce que cette personne ne nous a pas ramené les croissants. Tout le monde avait passé une commande extrêmement précise, croissant, chocolat, pain au chocolat, chocolatine, pain en raisin, baguette, rien du tout. Voilà. Donc on était un petit peu déçus. Voilà. Monsieur Marco, on a vu ton message. Ah, c'est mignon. Ah, mais j'avais pas vu ton message. Si, je l'avais vu, mais j'avais pas compris. Ok, bah let's go. Il y a Monsieur Marco que je salue qui dit « Bonjour, n'oublions pas qu'aujourd'hui c'est ma journée du coming out. Soyez fiers de qui vous êtes. » Eh ben, c'est cool. Et félicitations à toi. Et merci, Pretzrer. Putain, la prononciation des pseudos pour ton 2e mois d'abonnement. Voilà pour les croissants. Qu'est-ce que c'est jaune, cette image? Mais il y a beaucoup trop de soleil. Il faut que je bosse sur quelque chose. Pourtant, j'ai fait péter les lumières pour être... C'est pas possible. Comment ça se fait que ce soit aussi jaune ici? Les gens vont croire que je suis malade. Vous êtes d'accord que c'est jaune? C'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, les journaux, ça impacte pas sur les journaux. Mais on est d'accord que c'est jaune ou pas? C'est très très jaune quand même. Hein. C'est jaune, hein. Pourtant, je suis en pleine forme, je sais pas. Mais il n'y a pas que moi qui suis jaune, tout est jaune. Le rideau est jaune, en même temps, il est un peu blanc-crème. Les murs sont jaunes alors qu'ils sont blancs. Je sais pas, c'est le soleil, il y a trop de soleil. C'est jaune, on est d'accord, c'est jaune. Le jaune. Mon appartement à la jaunisse, Combosi, c'est pas impossible. Jaune Ricard, ça après, sur les variétés, les variétés de jaune. On me dit le fond est jaune, mais toi, ça va. Ok. Ah, bah, il y a Moébilo qui nous explique. Qui nous disait tout à l'heure, comme tous les lundis, il était à la morgue, et je disais, bah, c'est très gai ce que tu nous racontes. Et il nous explique, assistant légiste, d'où la morgue. Ok, j'ai la ref. Bon les amis,
Je pense aux nouveaux et aux nouvelles qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce stream? En fait, le mec, il parle jamais d'actu. C'est une immense arnaque. Alors, oui, je confirme, je suis une immense arnaque. Et deux, je vous rassure, je te rassure, on va effectivement lire les journaux dans 3, 2, 1. C'est parti. Alors, le concept est toujours le même. On garde les unes. J'ai une pensée pour ceux qui ne peuvent pas rester 2h30. Ils sont partis en vanne dans le chat. Là, il y a Jo qui a écrit « C'est jaune et ça attend ». Ok, alors on regarde les unes. Comme ça, quelqu'un qui est juste une demi-heure avec moi, paf, t'as l'essentiel, t'as l'actu. Bon, ça ne te permet pas de faire des grandes analyses au bureau ou en famille après, mais t'as l'actu. Voilà. Pour ceux qui veulent faire des grandes analyses sur l'actu en famille ou au bureau pour frimer un petit peu, là, il faut rester un petit peu plus. Mais au début, on regarde juste les unes de la presse nationale. Après, on lit ces articles. Et après, on va voir la presse régionale aussi. Voilà. Bon, le problème, c'est que je stream. J'ai tellement de choses à vous raconter, c'est que... Non, c'est pas hier, on n'a même pas pu regarder la presse régionale. Ça m'est arrivé il y a un jour ou deux. J'étais un peu... Samuel, attention, hein. On lâche pas les fondamentaux, faut pas oublier la presse régionale, parce qu'on a la chance d'avoir une belle presse régionale. Donc il faut que je fasse attention au chrono. Merci, Toftir, beaucoup. Bon, à propos du café avant de démarrer, donc la religion ici, c'est le café. Mais c'est une religion, vous le savez, d'amour, de tolérance, de partage. Attention, Samuel n'a pas cassé ta caméra avec ton thermos. Donc vous buvez ce que vous voulez. Et ça fait péter les abos, là. Toftir, je l'ai dit, puis il y a Massard et il y a Pierre P21, ça s'abonne. Ok, donc merci, et puis vous buvez ce que vous voulez, les amis, café, thé, Coca-Cola, chocolat chaud, qu'est-ce qu'on pourrait boire encore? Ce que vous voulez. Il y a une musique ici, pour le café, c'est celle-ci. Et après, vraiment on démarre, let's go. Tin, 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 tin. Je sais pas si la caféine vous fait ça. Moi, ça me fait ça, un effet un petit peu bizarre. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a ce matin à la une des journaux? Vous le savez peut-être, on vous en doutez, à la une de l'équipe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la une de l'équipe? Il y a bien sûr la victoire des Bleus. Merci de Prince. Link, c'est toi le prince. Eh bien, la victoire des Français en Ligue des Nations. Allez, l'équipe, ils sont tellement contents que le titre, il est à la tremblote. Là, les lettres, elles sont dans tous les sens. Ça fait une espèce de petite vague. Voilà. Ils ont peut-être fêté ça un petit peu fort hier soir. L'équipe, elle est trop mignonne cette une. Une autre coupe à la maison. C'est pas une coupe de fruits, hein. Une autre coupe à la maison. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la... Oui, alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, comme Raquette TV, la France a gagné le foot. Alors elle n'a pas gagné le foot. Hein, elle n'a pas gagné tout le foot, mais elle a gagné une compétition. Nouvelle compétition, c'est la Ligue des Nations, on va le rappeler. Hein, c'est les anciens matchs amicaux d'antan. Et puis, pour ajouter un petit peu d'enjeu et de piment, eh bien, on a transformé les matchs amicaux d'avant en compétition, nouvelle compète, ça s'appelle la Ligue des Nations. Et pour la deuxième édition, c'est qui a gagné? Ouais, Loris, le gardien. C'est qui me dit ça? Il a raison. Louez Mikasa. Mikasa peut-être d'ailleurs. Louez Mikasa. Esfokassa, c'est ça? Le goal, Loris, il a été incroyable. Donc, c'est nous qui avons gagné. Voilà. Petite polémique autour du but de la victoire d'ailleurs de Mbappé. Hors-jeu, pas hors-jeu, on en parlera un petit peu. Ah, ça y est, Nat du 0,5, victoire un peu usurpée. Wow, doucement les mots là. Hop, tu vas nous fâcher tout le monde. Donc, je lis, 3 ans après leur titre de champion du monde, les Bleus effacent en partie leur échec à l'Euro, pour rappeler les Suisses, en reportant avec panache la deuxième édition de la Ligue des Nations. Il y a des spécialistes qui m'écrivent, VTRL, il n'y a pas hors-jeu vu qu'un défenseur touche les ballons. Oui, c'est un argument qu'on a entendu. Certains estiment que cette règle, en fait, elle va plus loin et que si le défenseur qui a touché le ballon, effectivement, il y a une règle hyper compliquée. On va trouver ça tout à l'heure. Si le défenseur qui, effectivement, touche le ballon, en fait, je sais plus. Enfin bref, c'est hyper compliqué. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Ça dépend du sauvetage ou pas. Merci, Artago, qui me sauve un petit peu. Voilà, si c'est un sauvetage ou pas. Voilà. Il n'y a pas hors-jeu, c'est tout, laissez-nous rêver. Fait action de jeu, il remet en jeu. But validé par le VAR. Ben oui, à partir du moment où il est validé par l'arbitre et par le VAR, après, bon, le débat, il peut être clos. En tout cas, je peux vous dire que ce matin, au niveau de la presse espagnole, c'est un peu la soupe à la grimace. Ouf, ils sont déçus, les Espagnols. C'est un peu la soupe à la grimace. Voilà. Comment ça? J'ai une affreuse blague qui me passe par la tête. C'est le gazpacho à la grimace.
Honte sur toi, Samuel. Gaspacho à la grimace ce matin. Vous validez ou pas? Ça valide? Ça valide? Pas le hors-jeu, hein, la vanne. C'est validé? Merci, merci. Vous êtes très gentil. Très. Le Parisien. Même chose. La belle victoire des Bleus. Ok, d'accord, mais il n'y a pas que ça dans le Parisien. Il y a un joyeux anniversaire. Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Donc pas vous, hein, mais de quelqu'un de connu. Une petite question dans le chat là. C'est qui va me donner la bonne réponse? C'est qui fête son anniversaire aujourd'hui? C'est qui? C'est Goldman. C'est Redfly 34 qui a gagné. Jean-Jacques Goldman, 70 ans. Eh ben on en parlera. Je crois qu'il y a au moins 2 pages. Bonne question. Que devient Goldman? C'est pas Christophe Colomb qui fête son anniversaire. Non, c'est Jean-Jacques Goldman. Que devient Goldman, se demande le Parisien. Eh ben on se le demandera avec le Parisien. Macron, ce serait-il pas le président des riches? Se demande Libération. Est-ce que ce serait le président des riches? C'est l'heure des comptes, puisque le budget arrive à l'Assemblée pour être débattu. C'est l'heure des comptes pour Libération. Libération a fait les comptes et je vous spoil la réponse de Libé. Voilà, comme Plo Reiser nous le dit dans le chat. C'est oui, c'est le président des riches. Pour Libération, on lira Libé. Et il y a autre chose. Ouais, c'est l'avis d'un économiste. Sur cette question, puisqu'on parle d'économie, je prends les Échos. Oh là là, les transitions sont magnifiques ce matin. Je suis en pleine forme. Vous reconnaissez cet homme? Qui est-il? C'est marqué, c'est MEDEF. Merci Vinternol pour ton sub. C'est marqué la MEDEF, patron du MEDEF. C'est Geoffroy Roux de Bézieux. Il met en garde. Il prend son doigt comme ça, il fait attention au gouvernement exécutif à plein de choses. Le laxisme budgétaire, les hausses des salaires, voilà. Geoffroy Roux de Bézieux, exactement, Ravne, parce que je ne l'ai pas cité. Bonne ref. Donc, interview exclusive du patron des patrons, comme on dit parfois, le président du MEDEF, le syndicat patronal. Quels sont les avertissements qu'il envoie à l'exécutif? Eh ben, on le verra aussi. Et c'est pas tout. Là, je redeviens sérieux parce que je vais me faire des vannes quand c'est possible. Là, 0 vanne, parce que ça, c'est triste et dramatique. Il y a bientôt 1 an tout juste, vous vous rappelez, le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné, décapité par un terroriste, voilà, après qu'il ait montré en classe des caricatures de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, voilà. Alors, est-ce que vous connaissez l'enchaînement, le triste enchaînement de l'époque ou pas? On en a déjà parlé ici. Pourquoi on en parle? Parce que y a un hommage qui va être rendu à Samuel Paty vendredi et samedi en France, voilà. La France rendra hommage à l'enseignant Samuel Paty 1 an après son assassinat. Voilà. Alors là, je vous montre déjà la une de la Croix, avec la sœur de Samuel Paty. C'est la première fois qu'elle parle. C'est Gaëlle Paty, c'est la sœur de l'enseignant assassiné. Elle raconte son frère, elle raconte la belle personne que c'était. Pour ceux qui n'ont pas la ref, mais on en a déjà parlé, Samuel Paty, donc ce professeur d'histoire-géographie assassiné, décapité par un terroriste, qui a été abattu par les forces de l'ordre d'ailleurs après, suite à un cours d'histoire géo où il a montré des caricatures de Mahomet. Tout est parti d'une élève, qui s'est plaint auprès de son père de ce cours. D'accord, le père s'est énervé, il s'est monté le bourrichon avec un militant islamiste en France. Voilà, ils ont fait plein de messages sur les réseaux sociaux, voilà, criant au scandale, qui ont été lus par le terroriste. Et voilà, et Nat du 05 nous donne la réponse à cette histoire. Tout ça pour une collégienne qui avait séché les cours. Cette jeune fille n'était pas en cours ce jour-là. Elle n'avait absolument pas assisté au cours. Elle n'avait pas vu les caricatures de Mahomet. Voilà, c'était totalement bidon. Elle avait été exclue auparavant, d'ailleurs, provisoirement pour absentéisme, justement. Voilà, donc tout ça pour rien. Et on est déjà revenu ensemble sur le contenu du cours de Samuel Paty. Voilà, Armel D26, merci pour ton sub. Donc on évoquera cet anniversaire, c'est dans quelques jours. Voilà. Oui, exclu pour absentéisme, c'est malin. C'est vrai que de Bardman, c'est un peu étrange. L'Humanité. Je lis tous les journaux. Je lis le Figaro, je lis Libération, je lis le Parisien, je lis les Échos, je lis l'Opinion, je lis la Croix, je lis la presse en région, je lis les magazines, je lis l'Humanité, bien sûr, aussi. Oui, exclu pour absentéisme, c'est étrange, oui. C'est vrai. Elle était très absente, du coup, ils l'ont un petit peu exclue. Quand j'y pense, maintenant, c'est étrange comme sanction. Un procès pour l'histoire. Ah, ça, c'est vachement intéressant. Parce que dans les...
Non, je lis les commentaires. Je lis les... Merci pour la qualité des commentaires, parce que je vais vous dire un truc. Merci, Docteur Lexforce, pour ton abonnement. Je vais vous dire un truc. C'est pas pour vous faire plaisir, mais ici, on aborde pas mal de sujets qui fâchent, parce que je parle un petit peu de tout dans l'actualité. Ça nous arrive de parler de racisme, de féminisme, de plein de sujets, de nucléaire, de plein de sujets qui fâchent en ce moment. Voilà. Et il y a une tenue dans le chat, voilà, qui me confirme que Twitch est une plateforme qui n'est pas comme les autres, déjà. Et voilà, il y a un esprit dans ce chat, dans cette petite communauté qui est génial, qui fait qu'on peut aborder tous les sujets et que c'est très très rare de voir des commentaires qui partent un peu en sucette. Enfin, je vous rappelle ici que c'est un espace où on parle de tout. Je n'évite aucun sujet parce que je fais confiance à votre intelligence. En revanche, évidemment, les propos limites et outre-limites, racistes, antisémites, sexistes, voilà, ou discriminants, sont bien sûr invités à aller voir ailleurs. Il y a de la modération. Il y a l'ami Xineco qui est avec nous ce matin. Je te salue, merci pour la modération. Mais globalement, c'est un très bel espace à 99,99% du temps. Donc ça, c'est cool. Un procès pour l'histoire. La une de Lima. Et je ne sais pas si vous... Hop, vous savez qui c'est ce monsieur ? Vous savez ou pas ? C'est Sankara, Thomas Sankara, celui qu'on a parfois appelé le Tché africain, au Burkina Faso. Voilà. Et il y a un procès qui commence au Burkina Faso. Les assassins en fait, de Thomas Sankara, parce qu'il a été assassiné, comparaissent au Burkina Faso. Les circonstances du meurtre en 87 sont connues. Il reste à faire la lumière sur les commanditaires. Voilà. Et la question est de savoir si, en fait, eh bien, il y a des puissances étrangères, pourquoi pas la France, qui auraient accompagné, appuyé, commandité. Voilà. C'est une question qui plane au-dessus de ce procès, l'assassinat de Thomas Sankara, qui gênait beaucoup de monde. Voilà. Le meurtre de Thomas Sankara n'a pas dit son dernier mot. On lira ça dans l'UMA parce que en fait, on est au-delà de l'actualité. C'est vraiment une page d'histoire sur laquelle on va se pencher ensemble ce matin. Ah, ça m'embête ce côté très jaune. Permettez que je fasse un petit réglage de rideau là pour voir si on peut pas faire mieux que ça. Bougez pas. Parce que l'ingénieur que je suis fait des réglages extrêmement fins de la lumière, notamment en bougeant le rideau qui est derrière moi. Bougez pas. Un peu trop là. C'est pas mal, hein. C'est mieux ou quoi ? Petit côté un peu intime là. C'est pas très matin ça. C'est pas très matin ça. Hein ? Vous en pensez quoi ? Ah, j'ai perdu un petit bout de... Vous en pensez quoi ? C'est une autre... Hein, ah, on voit bien le néon. Comme ça ou quoi ? Ah, moi, ouais, j'ai envie d'ouvrir un petit peu. Ouais, ça fait un peu... petit peu quartier d'Amsterdam, là, on est d'accord. Ouais, ou Moulin Rouge. Ouais, ambiance boîte. Ouais, ça fait un petit peu... Ouais, cam girl, ouais, je suis d'accord. Ouais. Il ne manquerait plus que la piscine, là. Pas déconner non plus. Entre les deux. Ah, c'est pas mal. Et vous savez quoi, on va rester comme ça. En fait, de temps en temps, j'irai régler le rideau comme ça. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux, hein. Ouais, je sais, normalement, je stream avec une fenêtre derrière moi. C'est un symbole. Hein, c'est ma petite signature. Fenêtre, symbole de l'ouverture sur le monde, puisqu'on est ici pour lire l'actualité, mais pour comprendre, bien sûr, le monde dans lequel on vit. C'est mon petit symbole à moi, sauf que là, je tire le rideau, ce qui est un peu bizarre, parce qu'il y a trop de soleil. Qu'est-ce que c'est que cette météo ? La bonne nouvelle, c'est que bientôt, on va rentrer dans les mois bien pourris, bien gris, bien froids, bien pluvieux. Et là, on pourra ouvrir grand la fenêtre, parce qu'il fera super moche, et on aura une belle lumière. Ok, ça c'est l'humanité. Après l'humanité, qu'est-ce que je lis ? Je lis le Figaro, bien sûr. Obligé. Le Figaro, c'est intéressant ça. L'entrisme de la Chine, une menace pour l'Occident. Juste, je vous lis ces quelques mots, vous aurez une idée du dossier. Pendant longtemps, la Chine a soigné son image, cherchant avant tout à séduire sur la scène internationale. Désormais, le régime communiste semble préférer à la sagesse de Confucius la loi de Machiavel. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Intéressant, hein. En fait, c'est comment le pouvoir chinois a décidé à l'international de la jouer dur. Voilà. C'est du Figaro. Menace pour l'Occident. Okay. Figaro Écho maintenant.
Donc là, je les aime bien, ces petites pages saumon, c'est le supplément économie du Figaro, c'est bien foutu. Même si vous n'êtes pas intéressé par l'économie, je vous les conseille parce que c'est extrêmement bien vulgarisé et c'est vraiment passionnant, les papiers du Figaro Écho, comme dans les Échos d'ailleurs. Vous avez entendu parler de ce jeu vidéo ou pas? J'espère que je prononce bien. Le jeu vidéo qui valait 3 milliards de dollars, ils viennent de lever des fonds. Axie Infinity. En fait, c'est un jeu vidéo qui utilise les NFT, hein, les objets numériques adossés à une blockchain. Là, voilà. Vous connaissez ou pas? Non, c'est pas Tetris. Ouais, le Play to Earn. Voilà, il y a quelqu'un qui a la ref. C'est Siloot. Exactement. Là, le son a bugué quand j'ai dit le nom. Le nom du jeu vidéo, c'est Axie Infinity. Voilà. Play to Earn avec... et en fait, c'est intéressant. Ah, jeu, c'est un bien grand mot. C'est un petit peu... certains critiquent un petit peu le jeu. Alors, c'est un genre de Pokémon, sauf que, en fait, plus tu joues, plus tes créatures virtuelles que tu envoies au combat, en fait, montent de niveau et valent de l'argent. Parce qu'en fait, il faut les acheter à l'origine. Voilà, il faut les acheter, ces créatures. D'ailleurs, ça vaut de plus en plus cher. Et après, leur valeur monte en fonction après les combats. Et après, tu peux les revendre. Voilà. Play to earn, d'où le play to earn tout à l'heure. Non, pas Tamagotchi, parce que voilà, c'est plus un produit spéculatif qu'un jeu, effectivement. Effectivement. Voilà, voilà. Voilà, Crystal à la ref, 600 balles pour avoir une créature de base. Je crois qu'aujourd'hui, il faut 600 € pour s'acheter un des premiers personnages du jeu. J'ai bien dit 600 €. C'est un peu bizarre. C'est un peu spécial. Emerging Patterns, merci pour ton soutien. On lira ça parce que c'est une espèce de nouvelle tendance, voilà. Ça dégoûte la spéculation sur les jeux vidéo, entre guillemets, me dit Xilrian, par exemple. Vous connaissez cette histoire, c'est intéressant. Et puis, les échos, je parlais des échos. Ce matin, le supplément entreprise et marché, ça peut faire peur, ça, tu vois, genre le supplément entreprise et marché des échos, je vais pas lire ça. Bah si, tu lis ça, parce que tu trouves des histoires incroyables et très intéressantes. Faut passer un petit peu le côté un peu rigoureux des journaux. Le Monde, le journal Le Monde, la maquette du Monde, ça fait pas rêver, hein. C'est écrit petit, c'est tout serré, pas beaucoup de photos. Et en fait, c'est des histoires passionnantes. Les échos, c'est pareil, tu lis ça, franchement, tu vois. Les échos entreprises et marché, tu vois, c'est pas comme ça. Ben si, par exemple, on parle de Netflix, page 23. Alors ça parle de Squid Game, mais ça parle pas que de Squid Game. Le pari réussi de Netflix sur les séries non américaines. C'est vrai que Netflix a été le premier studio américain à parier sur les séries étrangères, françaises. Lupin, sud-coréenne, Squid Game, et plein d'autres, Casa de Papel, bien sûr, espagnol. Et ça, c'est un vrai pari au début, et ça marche super fort, et donc c'est intéressant, on lira tout ce que ça recouvre, de positif, éventuellement aussi de négatif. Voilà. Hop, je range ça. Pas mal comme menu, non? Vous avez vu? Il y a du jeu vidéo, de la télé, de la politique, comme chaque matin, de l'international, de l'histoire, des histoires dramatiques parfois, l'assassinat de Samuel Paty, et on aura du sport aussi. Pas mal comme programme. Voilà, ceux qui n'avaient qu'un quart d'heure, 20 minutes à passer avec nous, ils ont l'essentiel. Bon, alors après, maintenant on va faire beaucoup mieux. On va rentrer, pas dans le dur, on va rentrer dans les journaux pour essayer d'échanger ensemble par rapport à cette actu. Ça a commencé depuis 4 mois avec les qualifs. De quoi tu parles, le plus gros, c'est quoi ce pseudo? Let's go! Allez, on y va. Bon, il y en a qui ont vu le match hier ou pas? Il y en a qui ont vu le match, hein? Ils aiment bien se faire peur, les Français. Comme face aux Belges, ils étaient menés. Et puis, comme face aux Belges, ils ont gagné. Donc, on a gagné la demi-finale contre les Suisses et bim! Voilà, on ramène, comme le dit, un match de quoi? Cyril, tu fais exprès ou quoi? Oh, Cyril, bordel, suis un peu. On a ramené la coupe, elle est là la coupe, je vous la montre, voilà. Qui est-ce qui la soulève là? Tout le monde l'a un petit peu soulevé. Là, je crois que c'est Grisou, là, c'est Griezmann qui est là. Voilà, mais Hugo Lloris, je l'ai vu aussi, je crois que tout le monde y a eu droit. Hugo Lloris qui a fait un match de fou. Super, mais le but est étrange, nous dit Malboa, qui évoque le but de la victoire pour les Bleus de Mbappé, et on va en parler. Regardez comme l'équipe, ils sont contents, je vous le disais, regardez. Normalement, les lettres, c'est aligné, hein. Regardez. C'est pas du tout aligné, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Voilà, en fait, je crois qu'ils étaient super contents, donc ils ont fait un titre un peu festif. J'imagine bien la réunion, tu vois, en comité de rédaction, ou alors au niveau des gens qui qui font la maquette. Donc, comment on pourrait rendre ce titre un peu festif, dit Roger ou
Patrick, tu sais quoi, j'ai une super idée, on va mettre les lettres comme ça un petit peu de travers et ça va faire festif. Hein, une autre coupe à la maison, ça fait un peu festif. Vous en pensez quoi? Le débat sur le but, c'est parti hors-jeu, pas hors-jeu, vous êtes à fond là, j'adore. Une autre coupe à la maison, donc pour ceux qui ont tout raté, il y a une nouvelle compétition qui s'appelle la Ligue des Nations, c'est les anciens matchs amicaux, voilà, et pour ajouter un petit peu d'enjeu, eh bien ces matchs amicaux sont devenus une compétition. C'est la 2e édition seulement, voilà. Dommage que la Coupe des Nations ce soit l'Eurovision du foot. Pas mal ça. Et donc on a gagné cette 2e édition. Que dis-je, je le dis genre comme ça. Non, on a gagné cette 2e édition. C'est super, cocorico, comme d'habitude, etc. Et tout. Lisons ce que l'équipe en écrit, et c'est bien écrit d'ailleurs. Nous sommes les rois des finales. Bon, on est un petit peu cocardier en France, voilà. C'est qui qui a gagné la première édition? Je ne sais plus. Non, c'est pas là. Je ne sais plus, c'est le Portugal ou l'Italie. En général, le chat est beaucoup plus au courant que moi là-dessus. Qui a gagné la première édition de la Ligue des Nations? Moi, je dirais Portugal. Voilà. Ah bah, c'est Portugal. Ah, ça va. Ma mémoire ne me joue pas trop de tours. Les Bleus ont donc arraché un nouveau trophée un peu plus... Oh, le Portugal, j'adore. Vous êtes 600 000 à répondre, vous êtes super fort. Les Bleus ont arraché un nouveau trophée un peu plus d'un an de la Coupe du Monde. L'élan est revenu. Vincent Duluc, envoyé spécial. Je vous lis la conclusion de l'article, puisqu'on va revenir avec le Parisien sur le match. L'équipe de France n'a plus qu'un détail à régler. Ça va mieux alors. Dans cet automne, comme un été indien, depuis ce week-end, elle sait qu'il suffira de battre le Kazakhstan le 13 novembre au Stade de France pour aller... Merci Virginia pour ton 2e mois d'abonnement. Pour aller où ça? Au Qatar. Hein, et dans un an et un mois, je crois, ce sera la Coupe du Monde. Il est possible, écrit Vincent Duluc. On lira la presse en région, mais je la lis après maintenant, second. T'inquiète. Il est possible, écrit Vincent Duluc, considérant la manière dont les Bleus viennent soudain de retomber sur leurs pieds. Vous savez que c'était un peu critiqué depuis leur élimination de l'Euro face à la Suisse. Et de se rapprocher de leur ancien trône, la Coupe du Monde, la dernière, que le temps va nous paraître long. Voilà. Et lui, alors, je dirais pas que c'est le héros du match, parce qu'il y a eu d'autres joueurs qui ont fait un très beau match. Le goal, Hugo Lloris a été incroyable. Mbappé a fait un beau match, mais le but de Benzema, c'est un truc de dingue. Voilà. C'est un truc de dingue. Voilà. Il est, d'ailleurs, je pense que l'article de Damien Guerrero le raconte. Benzema, un ballon d'or. Ballon d'or. Encore une fois, l'avant-centre du Real Madrid a sorti les Bleus d'une situation mal engagée en égalisant, c'est lui qui égalise, d'une frappe délicieuse venue d'ailleurs. Vous le voyez, là, vous le voyez cette frappe là, vous voyez le mouvement là. Parce qu'il faut, le but, il est dingue. Et Damien Degore, envoyé spécial, raconte à Milan, avec lui, les gestes les plus compliqués semblent si faciles. Un contrôle dos au but, sous la pression de César Azpilicueta, un centre parfaitement dosé pour Théo Hernandez, une passe pile dans la course de Kylian Mbappé et cette même frappe enveloppée, cajolée, un diamant, une délivrance aussi, qu'Unai Simon n'a pu qu'effleurer. Ce but, il est incroyable. Pourtant, à 20 mètres, excentré, dans un angle quasi impossible, pile à l'angle de la surface de réparation, avec un défenseur 1 mètre devant, l'exercice n'était pas gagné, mais son exécution fut si rapide, le coup d'œil si vif, sa cheville si souple, qu'il n'avait... Moi, j'ai une cheville qui n'est pas très souple, moi. Je ne peux pas faire ça. Qu'il n'y avait rien à faire. Comme les Belges n'avaient rien pu faire sur sa frappe en pivot, qui avait relancé les Bleus en demi-finale 3 jours plus tôt à Turin, Karim Benzema aurait été le héros de l'équipe de France lors de cette Ligue des Nations. Donc, un peu pour l'équipe, c'est quand même l'homme du match, même si d'autres ont bien joué. Si Benzema figure parmi les 30 joueurs nommés cette année, ça n'est pas un hasard. Alors là, on parle du Ballon d'Or, d'où le titre. Et donc, le journaliste conclut ainsi, si Benzema figure parmi les 30 joueurs nommés cette année, ça n'est pas un hasard. Et avec des performances du niveau de celles d'hier, le Madrilène aurait bien le droit de croire en son étoile, lui aussi, après tout, le 5 décembre prochain, jour d'élection du Ballon d'Or. J'adore parce qu'il y a quelqu'un qui me dit... c'est XX de Ville. L'angle n'est pas quasi impossible, il suffisait d'enrouler le ballon comme il l'a fait. Voilà. C'est vrai, mais je sais pas. Je sais pas le faire, moi. Je suis pas sûr que beaucoup d'attaquants auraient pu le faire avec la précision, avec la rapidité de Benzema dans ce match. Oh, tu pars bosser. Il y a Gézoria qui part bosser. Bonne journée, Gézoria. Mais I will be back. Ok, ça marche. Ok.
Alors dommage que la coupe soit en chocolat. Il a pas tort, Antique Fenrir. C'est pas la Coupe du Monde, hein, les amis. Hein, c'est pas la Coupe d'Europe non plus. C'est bon en termes de comment dire de valeur. C'est toute nouvelle compétition. Voilà, c'est pas du tout du même niveau. Mais c'est une coupe. Mais c'est une coupe. Et c'est de bon augure à 1 an et 1 mois de la Coupe du Monde. C'est aussi ce que pense d'ailleurs le Parisien. C'est pour ça que je vous le lis. La belle victoire des Bleus. 2 buts magnifiques de Benzema. Et Mbappé ont fait plier la Roja. Accent espagnol déplorable, alors que j'adore cette langue. Les Français remportent la 2e Ligue des Nations après le Portugal, comme on l'a dit tout à l'heure. Hop, ces Bleus n'abandonnent jamais. Et là encore, l'équipe de France tout renversée après un début raté, hein, comme finalement face aux Belges. Hein, ces Bleus n'abandonnent jamais. Il est beau ce titre. La semaine écrit Dominique Sévrac, envoyé spécial toujours à Milan. La semaine aurait été incroyable, avec un titre à la clé, une Ligue des Nations qui a le goût de la coupe pour du beurre, hein, quelqu'un disait coupe en chocolat tout à l'heure, mais surtout 2 grands matchs, 2 renversements. Alors ça, c'est un petit peu une coupe en bois, mais on a quand même battu de sacrées équipes, quoi. Mais surtout 2 grands matchs, 2 renversements, 2 comas, 2 réveils depuis les limbes, et j'adore cette expression, j'adore cette phrase. L'équipe de France est donc un avion à réaction. Et il ne s'agit pas là de moteur, mais d'attitude. Donc avion à réaction, pas parce que vitesse supersonique, mais parce que réaction, voilà, après avoir été mené au score. Voilà. Ces Bleus n'abandonnent jamais. C'est joli cette phrase. Hein. L'équipe de France est donc un avion à réaction. Voilà. Bon, est-ce qu'on essaie de trouver un article sur cette polémique-là? Je ne l'ai pas dans la presse écrite ce matin, je ne l'ai pas dans l'équipe, je ne l'ai pas dans le Parisien, sur le but de Mbappé. La grosse polémique, alors c'est important parce que c'est le but de la victoire. Hors-jeu, pas hors-jeu. Alors, dans le chat, j'ai vu plein d'avis pas d'accord. On va essayer de trouver un article, une bonne source. Alors, le problème, c'est que selon l'article, on va avoir une version. Par exemple, ce matin, moi, j'étais avec... comment s'appelle-t-il? Je ne connais que lui. C'est notre consultant football de France Info qui est Monsieur Football, qui est tellement... attends, je vais vous retrouver ça. Jacques Vendroux, pardon. Un consultant football de France Info, non, c'est pas David Lefort, Jacques Vendroux. Bon, Jacques Vendroux, il dit il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Oui, il y a l'arbitre valide, oui, le VAR valide, mais il y a hors-jeu. Voilà. Et alors, c'est ça qui est compliqué. Alors, on est qui pour contredire les décisions du corps arbitral? Certains nous diront bah oui, mais c'est validé, c'est validé. Alors, penchons-nous quand même sur l'histoire. Alors déjà, le sélectionneur de l'équipe espagnole, lui, a dit qu'il y avait hors-jeu. Bon, en même temps, tu m'étonnes. J'essaie de trouver un article un petit peu bien fait. Alors, les Espagnols disent qu'il y a hors-jeu. Ah, tu m'étonnes. Voilà. L'Espagne enrage sur le but de Kylian Mbappé. J'essaie de vous trouver un article qui est bien foutu. Voilà. Alors, il y a des articles aussi, c'est pourquoi Mbappé n'est pas hors-jeu. Bon. Sur leparisien.fr, j'ai un article. Voilà, j'essaie de voir si la source est bonne. Allez, let's go. Ok, je vais peut-être trouver l'article qui va pas nous mettre d'accord, mais nous éclairer un petit peu ce sujet qui est un petit peu important. Là, comme le dit Tata Zozo, les nouvelles règles sont bizarres aussi, c'est vrai. Let's go. Avec l'article du Parisien que je vais vous afficher, que voici. Ok. Ligue des Nations, pourquoi le but décisif de Mbappé est valable. Voilà. En position de hors-jeu au moment de la passe décisive de Théo Hernandez, donc vous connaissez la règle, hein, s'il est devant les défenseurs au moment de la passe, il est hors-jeu. Donc il est en situation de hors-jeu, même il a vu son but validé par l'arbitre anglais. Explication. Voilà. Au départ de la passe du latéral gauche français, Mbappé est en position de hors-jeu de plusieurs dizaines de centimètres. Bon, sur l'image, c'est clair quand on revoit les images après. Clair et net, pas tout à fait, car le défenseur espagnol, Eric Garcia, tente d'intervenir en taclant et touche, c'est ça qui change tout, le ballon du pied gauche. Ce qui remet en jeu Mbappé, comprenez, il est plus hors jeu, et lui permet de se retrouver en position licite pour marquer. Vous voyez la subtilité? Bon, c'est pour ça que certains dans le chat me disent bon, il n'y a pas hors jeu, voilà. Mais là encore, l'explication n'est pas si simple. L'article du Parisien, il va plus loin. Même le corps arbitral du soir met plus d'1 minute à valider ce but grâce au VAR, à l'assistance vidéo. Alors que dit la loi 11 du jeu? Voilà. Si un joueur en position de hors-jeu reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, ici c'est Eric Garcia,
il n'est plus considéré comme tirant un quelconque avantage de ce position. Donc il n'est pas hors jeu. D'accord. Le problème, c'est qu'il y a une exception à cette règle. Et c'est là tout le débat. Et franchement, c'est pas évident. La seule exception à cette règle consiste la notion de sauvetage. Ok ? Celui-ci consiste à intercepter ou tenter d'intercepter le ballon qui se dirige vers le but. Or, le défenseur espagnol, là, enfin Eric Garcia, tente bien d'intercepter la passe de Théo Hernandez. Mais le ballon ne se dirige pas vers le but. Voilà. C'est là où Français et Espagnols se divisent sur l'analyse, qui permet à Mbappé de voir son but validé au Bleu de remporter la Ligue des Nations. Comme le dit Artago à l'instant, c'est flou. C'est flou. Voilà. Bon. Après, maintenant que les arbitres ont validé, y compris avec le VAR, victoire France. Ok ? C'est intéressant quand même. Hein, on voit que parfois ça se joue à pas grand-chose. Ok. Ça m'a donné soif cette histoire de football et de loi 11. Là. On se fait un petit café et puis on repart avec un anniversaire. Let's go. Café. Je veux voir du café. Je veux voir les émotes. Faites péter le café, les amis. Là. Je crois que ça me rend un petit peu zinzin, toute cette caféine quand même. Allez, let's go avec l'anniversaire. L'anniversaire de ceux dont c'est l'anniversaire dans le chat, c'est pas la peine. C'est pas, le Parisien ne parle pas de votre anniversaire. Hein. De qui ? C'est qui me de Goldman. Ok, vous l'avez. Ok, c'est Arastieux qui gagne. Bon, on a déjà fait le concours tout à l'heure, mais bien joué. Tu gagnes quoi ? Tu gagnes toute mon estime. Oh là, j'ai du mal avec le Parisien. Il est épais le Parisien ce matin. Hein, si vous avez beaucoup de temps devant vous aujourd'hui, vous voulez lire un journal pendant plusieurs heures, vous achetez le Parisien. Vous avez un meuble à caler aussi, ça marche très bien. Parce qu'il est super épais. Tadam. Que devient Goldman ? Bah oui, anniversaire aujourd'hui. Anniversaire, 70 ans. Jean-Jacques Goldman. 70 ans. L'artiste. Ah oui, il y a un autre anniversaire qui est beaucoup plus triste, mais on en parlera tout à l'heure aussi. Je lis. Le Parisien, l'artiste souffle aujourd'hui ses 70 bougies, toujours aussi discret, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Le chanteur continue d'intriguer le public qui espère son retour. C'est étonnant, cet absent qui est extrêmement populaire auprès des Français. Voilà. 5 questions sur un retraité très actif. Vous demandiez que devenait Goldman ? Eh ben, je vais vous dire. C'est cool. Let's go. Jean-Jacques Goldman a 70 ans aujourd'hui et son premier succès, il suffira d'un signe, un matin, etc. 40 ans. Un double anniversaire pour la personnalité préférée des Français, voilà, et le plus discret aussi des artistes. Depuis qu'il a quitté la scène en 2004 et les Enfoirés en 2016, ses fans se demandent si sa retraite est définitive. Lui, il ne dit rien, ne commente rien. C'est mignon. Le Parisien explique que Goldman répond toujours aux demandes d'interview que lui envoie le Parisien, mais toujours en répondant non. Il a répondu, par exemple, ça, je trouve ça assez mignon et assez malin. Merci pour votre gentille proposition, nous écrit-il cette fois. Mais malheureusement, les années ne me rendent pas plus intéressant. Épargnons vos lecteurs. C'est drôle, non ? Hein ? Une dernière phrase qui l'accompagne d'un petit smiley. Silencieux depuis qu'il s'est installé à Londres en 2016 avec sa femme, Nathalie, et leurs 3 filles, Maya, Kimi et Rose, il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais reste actif dans l'ombre et continue d'écrire et de composer même les autres. Exactement. Comme le dit Sulmaïg à l'instant, il continue de composer. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions autour de Goldman posées par le Parisien. Pourquoi il a arrêté ? On ne sait pas trop en fait, mais il y a des éléments d'explication. Voilà. Goldman a donné son dernier concert au Francofolie de La Rochelle, le 17 juillet 2004. Voilà. Je vais arrêter. Hein, à l'issue de ce concert, il parle à ses musiciens, notamment au guitariste et ami Michael Jones. Il dit « Je vais arrêter la scène pour un moment. » Voilà. Et Michael Jones se rappelle, c'est vrai qu'on sortait d'une tournée longue et épuisante et on était tous crevés. Voilà. Bon, bah donc on sait pourquoi il s'arrête
Là, en 2004, après, on ne sait pas pourquoi il reprend. Vous parlez de qui? On parle de Jean-Jacques Goldman, 70 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Goldman? En fait, il ne s'est pas complètement arrêté. Hein. Il fait ce qu'il n'a pas réussi à faire, nous dit le Parisien, avec ses 3 grands-enfants nés d'un premier mariage, passer du temps avec les 3 plus jeunes. Donc, si je calcule bien, il a 6 enfants aujourd'hui. À Wembley, banlieue cossue de l'ouest de Londres, il peut vivre et courir incognito aussi. Voilà. Donc, il passe du temps avec sa famille. Il vit incognito. Pour quelqu'un de discret comme lui, manifestement, c'est cool. Il y a Wazaka qui dit: qu'est-ce que je peux aimer ce chanteur? À quand un retour? A priori, d'après ce que je comprends, tu peux attendre le retour. Hein. C'est pas pour tout de suite, c'est peut-être pour jamais. Michael Jones, son ami, confie: Jean-Jacques ne s'est pas exilé. C'est pas un exilé fiscal, ok? Il vit à Londres, ok. Mais il est parti pour que ses filles étudient l'anglais. Voilà. C'est Eric Benzi, qui est un autre de ses amis, qui l'explique. D'ailleurs, il loue à Londres, il n'est pas propriétaire, et il a gardé sa résidence principale à Marseille, où il revient pour les vacances, et il paie ses impôts. Il paie ses impôts où ça? Il paie ses impôts en France. Donc, disons-le haut et fort, parce que parfois on peut soupçonner les artistes de partir à l'étranger pour ce genre de raisons, mais disons-le haut et fort, lui n'est pas parti pour des raisons fiscales et il paye ses impôts en France. Voilà, il revient souvent à Marseille. Alors il écrit, continue d'écrire. Voilà. Pour qui écrit-il? Voilà. En fait, il n'a jamais arrêté d'écrire et de composer. Il écrit 2 ou 3 chansons par an. Voilà. Pour des artistes comme Zaz, c'est différent, hein, Emmanuel Moire, Branche Louveteau, Dan Arbraz, Céline Dion, Calogero, Idir, Michael Jones, Les Enfoirés, Morane, Christophe Willem, etc. Est-ce qu'il vend toujours autant de disques? Là, on apprend que la SACEM, lui, verse chaque année 2 millions d'euros de droits sur ses chansons. Voilà. 2 millions d'euros chaque année versés par la SACEM, voilà, au titre de ce qu'il continue à vendre comme disque. Voilà. Et là-dessus, il paye ses impôts, comme je vous le disais, en France. Ouais, 2 millions d'euros quand même, ouais. Bon, après, voilà. Merci Emma67 pour ton sub. Ouais. Non, c'est une belle somme, mais en même temps, bon, bah, c'est avec ses disques, quoi. Reviendra-t-il? Ah, quelqu'un me disait tout à l'heure, j'aime tellement ce... Ah, Pathéus, tu crois ça? Là, le Parisien nous affirme qu'il paye ses impôts là-dessus en France, quoi. Y a Mathéus qui dit, techniquement, on paye ses impôts là où on habite 6 mois de l'année, plus un jour. Donc, à mon avis, il paye ses impôts perso en Angleterre et ceux de son entreprise en France. À vérifier, parce que cette règle fiscale, elle est un peu plus compliquée. Effectivement, c'est l'un des critères. Il faut passer 6 mois, plus de 6 mois en dehors de France pour pouvoir prétendre à un domicile fiscal hors de France. Mais il y a d'autres règles que le fisc, d'ailleurs, scrute avec beaucoup d'attention. Il faut que tu n'aies plus d'activité économique en France. Il faut que tes revenus ne viennent pas d'une activité économique en France. Voilà, ça c'est très important. Et qu'au niveau de tes propriétés, de tes possessions, notamment immobilières aussi, il faut aussi que tu n'aies quasiment plus rien. Alors je ne sais pas si vous le savez ça, voilà. Mais en fait, cette règle des 6 mois, elle ne suffit pas. Donc par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, un chef d'entreprise très très riche qui partirait à l'étranger, mais dont les revenus seraient toujours produits en France, ou dont l'essentiel des biens immobiliers serait en France, il est retoqué par le fisc en fait. Il y a Guyannic qui dit: tu t'y connais un petit peu trop, Samuel, sur les trucs fiscaux. Vous noterez que je suis en France. Mais je me suis penché là-dessus parce que je trouve ça intéressant. Et donc, il y a plein de dossiers comme ça d'exilés fiscaux qui se font retoquer, en fait, parce que les 6 mois, ça ne suffit pas. Lui, sa résidence principale semble à Marseille, puisqu'il est locataire à Londres. Et puis, la SACEM, clairement, c'est des revenus en France, produits pour l'essentiel, sans doute, de ses ventes en France. Donc, le fait, à mon avis, qu'il paye ses impôts en France, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Alors Amazon fait du commerce en France, me dit Vrong Live. Alors Amazon, c'est un autre problème. Amazon est une société dont le siège social, justement, il n'est pas en France. C'est tout le débat justement sur l'optimisation fiscale, vous savez, de ces multinationales. On en a parlé récemment puisqu'il y a une volonté politique au niveau mondial de mettre un taux minimum d'impôt sur les sociétés à 15%, justement pour éviter le dumping fiscal de ces pays qui baissent leurs impôts pour attirer ces gros groupes et pour permettre à ces grosses entreprises de payer très peu d'impôts. Donc en fait, à ce jour, tu payes des impôts non pas où tu produis de la richesse, quand tu es une multinationale, mais là où tu as ton siège social. Par exemple en Irlande ou en Hongrie, là où justement les impôts sont moins chers.
ou dans un autre paradis fiscal. Donc là, les pays de l'OCDE essaient de mettre fin à ça. Ou l'Irlande, oui, j'ai parlé de l'Irlande. Et donc les pays de l'OCDE essaient de mettre fin à ça. Il y a un accord, ils se sont mis d'accord sur un taux minimum de 15%. Après, maintenant, il faut que ce soit traduit en droit. Au niveau de chaque pays, ça peut prendre encore un petit peu de temps. On nous dit que ça pourrait être installé dès 2023. Donc voilà pour Amazon, et sur le fait que certains gros groupes produisent de la richesse, certes, dans certains pays, mais ne paient pas leur impôt ici. Quelque part, ça pose un problème. Pardon pour cette parenthèse. Je reviens quand même à notre chanteur. Hein. Pour ceux qui arrivent, on parle de Jean-Jacques Goldman qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Reviendra-t-il en France? Quelqu'un me disait alors, je l'aime tellement, est-ce qu'il reviendra à la chanson? Alors, il y a quelques semaines, il a répondu à la question dans une lettre à une fan du Jura. Il dit « Je suis triste, c'est mignon, de la tristesse que cette absence peut causer, mais je sais aussi ce que la scène exige d'implication, d'énergie, de désir, et je n'en suis plus capable. » Voilà. Certains semblent le regretter dans le chat d'ailleurs. Jean-Jacques nous avait dit qu'il reviendrait sur scène pour ses 60 ans, pour ses filles, raconte son ami Michael Jones, mais il ne l'a pas fait, et je n'y crois plus. Voilà, la scène ne lui manque pas, elle n'a jamais été une drogue comme pour moi. Désolé, j'ai pas de nouvelles. Voilà, j'ai pas de bonnes nouvelles pour les fans de Goldman, mais a priori, nouvel album est tourné en France, ça, il ne faut pas trop y croire. Rêvons un peu, ça n'arrivera jamais. Imaginons Goldman regarde Twitch, est un viewer. Jean-Jacques Goldman est dans le chat. Jean-Jacques, je te salue, bon anniversaire. Bon anniversaire, Jean-Jacques. Happy birthday to you, cher Jean-Jacques. Happy birthday to you, cher Jean-Jacques. Happy birthday to you, cher Jean-Jacques Goldman. Happy birthday to you. Si tu es là, et que, voilà, il y a Jean-Jacques Goldman dont le pseudo est la sœur du pape qui nous dit que c'est lui qui est là. Si tu es là, viens à la maison. On fait un stream et on répondra ensemble aux questions des viewers, on va bien rigoler. Genre, imagine, il m'envoie un message, ouais, pas de problème et tout. Je vois plein de Jean-Jacques Goldman dans le chat. Allez, j'arrête de dire des bêtises, on attaque Libération. En mode suspense. Quelle est la une de Libération? On nous parle encore de Macron. Ouais, mais ça, président, c'est pas une info, ok? Suspense intolérable. Voilà. Et... vous voyez que c'est même pas une question. Macron, président des riches. Il n'y a pas de point d'interrogation. Libération ne se demande pas si Macron est le président des riches. Libération nous dit que Macron est le président des riches. Bon, alors c'est la une de Libé. Pourquoi on nous parle de Macron, président des riches ce matin, des très riches, comme le dit Erundil, là, par exemple. Pourquoi il nous dit ça? Parce que le projet de budget, là, arrive en débat à l'Assemblée. Donc c'est l'heure des comptes, comme le dit Libération, donc on fait les comptes. Bon, manifestement, certains disent, voilà, qui en doutait, sérieux. Justement, le gouvernement en doute. C'est ça qui est drôle, le gouvernement a beaucoup communiqué ces derniers jours, je ne sais pas si vous l'avez vu, en mode, oh là là, aucun gouvernement n'a fait, avant nous, aussi bien sur le pouvoir d'achat. Voilà. Et donc, Libération s'est dit, il a vraiment fait pour le pouvoir d'achat des Français, Macron? On va regarder. Donc, Libération a pris sa calculette et n'est pas arrivé au même résultat. En 5 ans, la redistribution, écrit Libération ce matin, s'est faite en faveur des plus aisés. Avec 1 178 € de gain annuel contre 346 €. Merci Xiris pour ton 2e mois d'abonnement. Puisqu'on parle de sous, ça s'abonne, c'est cool, merci. Merci de ton soutien. L'exécutif cherche la parade alors que débute ce lundi l'examen du dernier budget. Lisons l'édito de Dov Alphon à ce propos. Fiction. C'est le titre de l'édito de Fiction de Dov Alphon. Le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages a progressé de façon continue depuis 2017. Qui dit ça? C'est le Trésor public. C'est le ministère des Finances. C'est le gouvernement dans son rapport économique et social du financier du Trésor. Et Libération dit, comme notre enquête le démontre, la présentation gouvernementale n'est pas faite en valeur absolue, mais en pourcentage. Donc là, Libération dit, il y a un loup. En fait, c'est le mode de calcul de ces gains de pouvoir d'achat par le gouvernement qui permet à l'exécutif de dire que les Français, tous les Français en ont profité. Mais
Si on prend un autre mode de calcul, eh bien, ça donne autre chose. Donc Libération écrit ce matin, nous avons patiemment calculé les vrais chiffres. Selon notre prudent calcul, seulement 6,5% des gains liés aux mesures budgétaires du gouvernement iront aux plus modestes, tandis que les plus aisés en tireront 22,1%. Le quinquennat Macron a donc profité, conclut Libération, 3,4 fois plus aux plus aisés qu'aux plus précaires. Voilà. Donc là, il y a une petite explication du calcul de Libération, là, page 3. Okay. Que disent vraiment les chiffres? Après, c'est l'analyse de Libération. Hein. Hors inflation, l'exécutif évoque une hausse du niveau de vie plus importante en pourcentage chez les plus riches que chez les plus pauvres. Mais en valeur absolue, c'est ça la nuance, eh bien, c'est l'inverse. Alors, en valeur absolue, les 10% les plus aisés resteront à l'horizon 2022 les grands gagnants, 1178 € de gains annuels moyens pour eux, contre 346 € pour les 10% les plus modestes. En fait, c'est super facile à comprendre. C'est-à-dire que quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu as, je ne sais pas, une réduction d'impôt ou quelque chose qui direct ou indirect, voilà. Bah forcément, même une somme confortable, on va dire quelques centaines d'euros, ramenée en pourcentage à ton pouvoir d'achat de base, bah, ça ne va pas faire un gros pourcentage, on est d'accord? Puisque c'est un pourcentage d'une grosse somme de tes revenus généraux. Et à l'inverse, pour un foyer modeste, bah, une petite économie d'impôt ou alors une augmentation du pouvoir d'achat, en pourcentage par rapport à ce que tu as, à ton revenu, ça peut être important puisque tu n'as pas grand-chose, mais en valeur absolue, ça n'est pas grand-chose. La nuance, elle est toute simple. Donc en fait, tout dépend du mode de calcul. Libération a choisi la valeur absolue et non pas le pourcentage, la valeur relative. D'où cette conclusion. Et il y a un économiste qui donne son avis, dans le même sens que Libé d'ailleurs. Merci Anne Hus. 90 pour ton soutien. Je suis assez clair dans l'explication là, parce que dans ma tête c'était moins clair ce matin. Je suis peut-être plus clair à 10h33 qu'à 2h du mat. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 4000 déjà, ça me fait bien plaisir. C'est cool d'être dans sa chambre à lire son journal devant 4000 personnes, j'aime bien. Donc l'économiste c'est celui-ci, qui est-il d'ailleurs? Sourçons un petit peu, c'est Pierre Madec, économiste à l'OFCE. Il est là, monsieur avec la barbe. Que dit-il? Ah putain, je l'avais pas, Anne Hus. Ah merde. Ah, je me suis fait avoir. Bien joué pour le sub. Ah, je me suis fait avoir. Anne. Ok, donc j'avais, vous l'avez compris, ça faisait longtemps, hein, je me suis fait avoir une fois ou deux en première saison. Là, c'est la première fois de la deuxième saison. J'ai repris il y a 5 semaines, je me suis bien fait avoir. Et donc, bon, il y avait Anne qui vient de subber à l'instant là. Anne et son nom de famille plus loin autre chose, voilà, et ça donnait un autre mot. Et je me suis fait avoir. Et pourtant, je fais attention à ça. Et donc, j'ai vu le pseudo, je l'ai lu dans ma tête. Donc, je dis, ok, no problème. À chaque fois que je fais ça, je fais no problème, on y va. Et je me suis fait avoir. Voilà. Allez, prenons l'économiste là. Bien joué, Anne. Je me suis bien fait avoir. C'est bon ça. Oh non. C'est pour ça que j'aime Twitch. Ah, là, on parle de choses sérieuses. Et au niveau de la déconne, hein, on est bien là, c'est cool. Je me suis bien fait avoir. Que dit l'économiste? La réforme de la taxe d'habitation, par exemple, la réforme de la taxe d'hab, que bientôt plus aucun Français ne va payer, est l'une des mesures les plus importantes, dit l'économiste, ne cible pas les ménages modestes, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que parmi les 20% les ménages les plus pauvres, eh ben, il y a la moitié qui ne paye pas la taxe d'habitation. Moi, j'ai envie d'aller plus loin que cet économiste. Quand on baisse les impôts, sous la forme d'impôt sur le revenu, ou ici de taxe d'habitation, eh ben, de toute façon, on favorise les plus riches. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup de ménages en France qui ne sont pas imposables, parce qu'ils n'ont pas des revenus suffisants. De toute façon, à la base, quand on baisse les impôts, ça va profiter de toute façon à ceux qui y ont déjà, et pas aux plus pauvres. Déjà. Donc moi, j'ai envie d'aller un petit peu loin que cet économiste. La question, c'est est-ce que c'est une raison pour ne pas baisser les impôts, hein? Voilà. Et puis après, il dit autre chose que je trouve pertinent, cet économiste. Il dit, s'il n'y avait pas eu la crise des Gilets jaunes, on peut penser que les perdants auraient été plus nombreux. La taxe carbone aurait suivi sa trajectoire, les salariés n'auraient pas bénéficié si vite des hausses de primes d'activité, il n'y aurait, merci... Oh, c'est le petit raid qui vient souvent de crypto à STTV. Et il y a 248 personnes qui nous rejoignent. C'est cool ça, merci. C'est pas le premier, il y a une fidélité dans le raid de cette chaîne, autour des crypto-monnaies. D'ailleurs, je suis allé voir une fois. Hein, c'est une chaîne autour des crypto-monnaies. Merci, je te fais un petit peu de pub, du coup, crypto ASTTV, là.
Merci beaucoup et bienvenue aux 248 qui nous rejoignent. Vous êtes dans la matinée Étienne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un mec qui est journaliste et qui anime un jeu en plus. N'importe quoi, il mélange tout. Et qui est streamer en plus de tout ça. Taré. Et en fait, il présente un rendez-vous qui s'appelle la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble et de la vie aussi. Bon, là, je viens de me faire avoir avec un pseudo que j'ai lu à l'antenne qui disait autre chose que ce que mes petits yeux voulaient lire. Donc, ce que cet économiste dit est intéressant. Il dit, s'il n'y avait pas eu une certaine pression sociale, notamment des Gilets jaunes, il n'y aurait peut-être pas eu toutes ces mesures en direction des plus modestes. Les 24 milliards d'euros calculés par le gouvernement ne sont pas tous issus de mesures du programme présidentiel. C'est intéressant, ça. Allez, on a lu Le Parisien, on a lu L'Équipe, on a lu Libération. On passe aux Échos, voilà, puisqu'on est sur l'économie, je continue. Il parle de lui à la troisième personne, le melon. Je confirme. Eh, les gars, les filles, je suis un présentateur, donc forcément, j'ai un boulard comme as. Hein. Un jour, si vous rencontrez un présentateur qui vous dit qu'il n'a pas le boulard, il a le boulard. Après, c'est juste une histoire de degré, quoi. On peut avoir, de toute façon, il faut avoir un certain ego pour être présentateur, parce que c'est un sacré panier de crabes, cet univers-là, donc il faut se défendre. Après, c'est une question de niveau, quoi. Tu peux avoir un peu le boulard, ou un certain ego, et être gentil quand même, quoi. Alors, voilà, moi j'ai un gros boulard. Je sais pas si j'ai un gros boulard. Si, je pense que oui, quand même. Enfin, j'ai une certaine confiance en moi, forcément, pour faire ce métier, pour être présentateur, pour parler aux gens comme ça, et avoir l'illusion que tu vas pas saouler tout le monde. Donc, il faut avoir quand même certains degrés d'inconscience. C'est une forme de boulard. Après, j'essaie d'être cool. J'essaie d'être pas trop chiant. Bon, allez, j'arrête de parler de moi et parlons plutôt de ce monsieur. Qui c'est qui? Je cache l'indice, là. C'est qui ce monsieur? C'est qui va gagner? Hop. C'est qui va attraper le pompon? Qui va gagner un tour de manège supplémentaire? Pour qui le tour de manège? Ouais, non, Medef, mais le nom du monsieur. Ah, c'est Geoffrey. Ok, je valide. C'est Roux de Bézieux. Ok. Je vois ribonucléique et puis Nuke. Nuke qui gagne un tour de manège gratuit. Vous avez attrapé le pompon, c'est Geoffroy Roux de Bézieux. C'est le président du Medef. Exactement. Ouh. Il met en garde. Il met en garde qui? Il met en garde l'exécutif. Attention, dans une interview aux Échos, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est lui, ok. Allez, hop, vous l'avez. C'est pour les myopes que je fais ça. Le patron du MEDEF met en garde l'exécutif contre un trop grand laxisme budgétaire. Attention. Bon, qu'est-ce qu'il dit, Geoffroy Roux de Bézieux? J'ai une mauvaise nouvelle, c'est pour les salariés. Geoffroy Roux de Bézieux, il dit les hausses salariales généralisées ne sont pas soutenables pour l'économie. Ah, zut! J'aurais bien pris, moi, une petite hausse salariale pour moi et pour les autres, généralisée. Geoffroy Roux de Bézieux, il dit non. Le MEDEF, c'est quoi? Ah, pardon, Esorex, c'est le syndicat patronal. C'est le syndicat des patrons, en fait. Voilà. Les salariés ont leur syndicat, et le patronat aussi. C'est le MEDEF, en fait, qui défend les intérêts des entreprises, des patrons. Alors, sentez-vous la pression monter sur les salaires? Demandent les Échos au patron du MEDEF. Oui, il y aura des augmentations de salaire, dit-il. Mais, hop. Attention à l'effet inflationniste. Quand les salaires augmentent dans les services, ça se répercute directement sur les prix payés par les consommateurs. Dans les hôtels et les restaurants, les salaires représentent la moitié de leurs coûts. Si ces hausses salariales se généralisent, ce ne sera pas soutenable pour l'ensemble de l'économie. Il est malin. Il dit il ne faut pas trop demander d'augmentation de salaire parce qu'après, ça va rendre les choses plus chères. Et vous allez perdre du pouvoir d'achat, en fait. Attends, si on augmente mon salaire, je vais perdre mon pouvoir d'achat? Oh, merde, je n'avais pas pensé à ça. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux. Je déconne. Quel regard portez-vous sur le budget 2022? Ce budget 2022 présente une occasion manquée pour la baisse des dépenses. Ah, il aurait fallu serrer la ceinture. Bon, effectivement, les aides d'urgence du quoi qu'il en coûte vont s'arrêter, laissant seulement les dispositifs existants pour les secteurs très spécifiques, on en a parlé ici même, ce qui est une bonne chose. Ce qui n'empêche pas de porter un regard beaucoup plus négatif sur la hausse des dépenses de fonctionnement qui perdurent. Les Échos relancent, mais une partie importante de ces dépenses nouvelles concerne la mission régalienne, la meilleure rétribution des soignants, des enseignants, c'est important. Le patron du MEDEF répond « On ne se raconte pas d'histoire ». La France est le pays en Europe qui a les dépenses de fonctionnement les plus élevées. Il est extrêmement regrettable de ne pas profiter
d'une croissance à 6% pour changer notre modèle budgétaire. Il faut restructurer notre dépense publique. Bon, comprenez, il faut se serrer la ceinture. Si on veut trouver des marges de manœuvre dont on pourra avoir besoin pour financer notamment des investissements favorisant la transition énergétique. Bon, vous avez compris que le patron du MEDEF dit « On a dépensé assez de sous dans le soutien à l'économie pendant la crise sanitaire, maintenant, quick, on ferme ». Sauf que ce n'est pas du tout, a priori, si on croit à ce projet de budget, l'intention du gouvernement qui ne veut pas justement ralentir l'injection de cash dans l'économie française, justement pour ne pas risquer de gripper le tout. Voilà. Donc, hop, ça c'est dans les Échos. Là, moi qui aime bien dire plein de bêtises, là je ne vais pas en dire, parce que là on est sur un truc où il n'y a aucune bêtise à dire. Samuel Paty. Il y a un an, dans quelques jours, ça fera un an tout juste que ce professeur d'histoire-géographie, qui était papa d'un enfant en bas âge, a été assassiné, tué, décapité par un islamiste en France. Voilà, je vois des petits F, merci pour sa mémoire, dans le chat, à l'issue d'un cours d'histoire-géographie qu'il a donné sur la liberté d'expression, notamment, dans lequel il a montré les fameuses des caricatures de Mahomet. Voilà. Bon, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, on s'est rendu compte, l'histoire elle est connue, hein, je la racontais tout à l'heure, mais je la répète aujourd'hui, parce que c'est important de savoir comment tout ça s'est passé, parce que c'est juste folie. Samuel Paty donc, donne ce cours. Une jeune fille se plaint du contenu de ce cours, ayant heurté sa foi, s'en plaint à son papa qui se met très en colère, et puis on parle à un militant islamiste qui se met très en colère, et ils font des messages sur les réseaux sociaux où ils sont très en colère, et ils désignent Samuel Paty, le prof, à la vindicte populaire, jusqu'à ce qu'un terroriste d'origine étrangère, assez jeune d'ailleurs, arrivé sur le sol français, et un peu dérangé, tombe sur ça et décide de trucider le professeur d'histoire-géographie. Bon, il le guette à la sortie de l'école, je vous passe les détails. Et il le décapite. Bon, folie. Folie, déjà, on en a parlé ici, de répondre à un dessin. Et ça vaut pour Charlie, ça vaut pour plein de choses. C'est répondre à un dessin autrement que par la plume. Hein. On peut considérer que le dessin soit une forme d'agression, si ça vient heurter tes convictions. Mais tu réponds à un dessin par un autre dessin. Tu réponds à un dessin par l'écrit. Tu réponds à un dessin par les mots. Voilà. Tu ne réponds pas à un dessin par la mort, déjà. Et puis, ça c'est le fond. C'est le minimum. Hein. Et l'autre truc dans cette histoire complètement fou, c'est que, vous le savez peut-être, en tout cas on en a déjà parlé ici, on s'est ensuite rendu compte, lors de l'enquête, que la jeune fille en question, elle n'était pas au cours. Elle n'est pas assistée à ce cours. Donc elle ne pouvait pas tellement voir ses convictions... ses convictions heurtées par ce cours, puisqu'elle n'y a pas assisté, elle avait été exclue temporairement de son établissement scolaire au moment du cours. Voilà. Donc elle a menti à son père, qui s'est monté de bourrichon tout seul, avec le militant dont je vous parlais, et on arrivait à ça. Pourquoi je vous en parle ? Parce que la sœur de Samuel Paty, à quelques jours de cet anniversaire, eh bien, témoigne, c'est la première fois qu'elle donne une interview, voilà, dans un entretien à la Croix. Gaëlle Paty, la sœur de l'enseignant assassiné il y a un an, raconte son frère. Ça va être l'occasion pour nous de rendre hommage à Samuel Paty et d'évoquer sa mémoire à quelques jours d'une commémoration nationale. Vendredi et samedi, la France rendra hommage donc à Samuel Paty un an après son assassinat. Alors, la Croix a écrit à ce propos. Le meurtre de son grand frère, Gaëlle Paty l'a pris par la presse comme toute sa famille. Elle a reçu une alerte sur son téléphone le 16 octobre 2020, l'informant qu'un enseignant venait d'être sauvagement assassiné devant son collège des Yvelines. Elle a d'abord pensé que ça ne pouvait pas être lui. Près d'un an plus tard, elle a accepté de rencontrer la Croix. C'est la première fois qu'elle donne une interview. Au téléphone, elle avait dit vouloir raconter qui était Samuel, ses valeurs, ses convictions, ses lectures. Alors elle raconte plein de choses. Elle dit « Mon frère, c'était les livres, encore les livres. Depuis tout petit, on lui offrait des livres. » La Croix lui dit « Le président Macron a décrit Samuel Paty comme un chercheur en pédagogie. Est-ce qu'il l'était ?» Elle dit « Oh, c'est peut-être un petit peu abusif, mais Samuel était quelqu'un qui essayait de bien faire les choses. Ça lui tenait à cœur de faire réfléchir ses élèves, pas de leur faire ingurgiter les programmes. »
Alors, la Croix demande, il paraît qu'il préparait ses cours de manière très méticuleuse, en particulier l'activité lors de laquelle il a montré les caricatures. Il avait, lit-on, passé une partie de l'été à faire, défaire ce cours qu'on est en train d'évoquer. Est-ce que c'est vrai? Et elle répond, la sœur de Samuel Paty, elle répond oui. C'est ma mère qui me l'a raconté. Samuel avait passé 15 jours de vacances chez nos parents dans l'Allier avant la rentrée. Il avait discuté effectivement de cet enseignement moral et civique avec ma mère, qui elle aussi était institutrice. Et Samuel lui avait dit, voilà, je ne sais pas trop comment présenter les choses. Il cherchait le meilleur moyen de faire réfléchir. Voilà. Que pensez-vous de son choix de montrer les caricatures? Elle répond, moi en tant qu'enseignante, je ne les aurais pas montrées. Ou alors pas celle-là. Parce que je ne suis pas très courageuse. Je n'aurais pas osé aller à l'opposition frontale avec certains élèves. Samuel l'a fait parce que c'était un puriste. Elles étaient subversives, bien sûr, ce sont des caricatures. Elles allaient sans doute choquer, oui, mais ce serait le point de départ d'un débat. Donc on montre des caricatures pour provoquer un débat, pour échanger. On s'est déjà pensé très longuement sur l'analyse de ce que devait être ce cours de Samuel Paty. Et a priori, Samuel Paty, son intention pendant ce cours n'était pas de dire qu'il fallait être Charlie, c'est-à-dire de caricaturer autant qu'on voulait sans faire attention à qui on pouvait heurter. De même qu'il ne voulait pas, merci Xtam, professer qu'il ne fallait pas être Charlie, au nom de la liberté d'expression, il voulait sans doute avancer que la vérité était plus complexe, ni blanche ni noire, mais grise entre les deux, et que l'important de ce genre de débat, c'était d'échanger. Voilà. Et c'est exactement ce que dit sa sœur. Ce serait le point de départ d'un débat. Voilà. Des caricatures pour provoquer un débat, pour échanger. Voilà. Et en aucun cas, je le répète, on ne répond à un crayon et à la plume par la violence. En aucun cas. Si tu veux répondre à la plume, si tu veux répondre à un crayon, tu prends ta plume, tu prends un crayon. Tu parles, tu écris. Mais tu ne peux pas répondre à la violence, tu ne peux pas répondre à un écrit par la violence. Tu ne peux pas. Ça va de soi. Et c'est sans doute ce que voulait évoquer Samuel Paty dans son cours. Voilà. Et alors, à propos de l'islam, une dernière chose, et puis on passe à autre chose. Le journal demande à la sœur de Samuel Paty, on a écrit que votre frère avait lu le Coran, est-ce que c'est vrai? Oui, je m'en souviens. Samuel avait quoi? 25 ans. Il avait demandé à mes parents de lui rapporter un Coran de leurs vacances en Tunisie. C'est d'ailleurs l'un des seuls livres qu'on a récupéré de son appartement. Samuel n'était pas croyant, mais il voulait comprendre la foi des autres et savoir ce qui était écrit et ce qui ne l'était pas. Voilà. Bon, désolé pour les modérateurs, c'est le genre de sujet qui parfois énerve un petit peu le chat. Je fais confiance à votre intelligence pour mesurer vos propos. J'espère que ça se passe bien, je n'ai pas vu tous les coms, mais je vous fais confiance. Ok, ça c'est vachement intéressant aussi. Vous connaissez peut-être pas cette figure de l'histoire africaine. Vous le connaissez ou pas? Quelqu'un a la ref? Bon, il y a un indice. Qui est ce monsieur? C'est qui va gagner le concours sur l'actualité. Il faudra que je vous fasse gagner des trucs un jour. Sankara, hop, c'est Tigo 4. Voilà, suivi de près par Matmat007 et de Ribonuclé, qui est toujours dans les bons coups aussi, qui suit bien. Oui, c'est Thomas Sankara, celui que certains ont appelé le Che africain, le Che Guevara, mais africain. Ancien président du Burkina Faso. Un procès pour l'histoire, oui, effectivement, c'était marqué dessus, d'où l'indice, effectivement. Un procès pour l'histoire, parce que les assassins de Thomas Sankara, ça remonte à 87, donc c'est un certain temps après les faits, les assassins de Thomas Sankara, le Tché africain, comparaissent au Burkina Faso. Les circonstances du meurtre, ça on va le voir en 87, sont connues. Reste à faire la lumière sur les commanditaires. Qui était Sankara? Écoutez, grâce à l'humain, le journal de l'Humanité, on va s'en souvenir ensemble, et puis on va se demander pourquoi ce procès est si important et quelles sont les questions qui se posent, et ça peut concerner un petit peu notre pays, vous allez voir. Je lis. Burkina Faso. Le procès des assassins du Tché africain s'ouvre ce lundi à Ouagadougou, un épilogue judiciaire attendu depuis près de 35 ans après les faits. Perpétrés. Donc les faits, on les connaît.
Alors, certains sont déjà catégoriques sur les éventuelles interventions extérieures. Alors là, justement, c'est à la justice d'en décider. Je vois des propos très, 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 très définitifs. Lisons le papier avant d'échanger. Les faits, on les connaît. Perpétré le 15 octobre 1987 par un commando parti du domicile de Blaise Compaoré, le numéro 2 de la révolution progressiste, installé par un coup d'État le 4 août 1983, voilà, le meurtre a fait l'objet d'une véritable omerta. L'instruction judiciaire a confirmé la trame d'un scénario shakespearien signé Blaise Compaoré. Il est là le coupable. Merci Clémenti à Merlin pour ton sub. Donc c'est Blaise Compaoré, que Thomas Sankara a considéré comme son meilleur ami, et coécrit par des puissances étrangères bien décidées à chasser le leader autant patriote que panafricain. Son contexte et ses grandes lignes restituent l'histoire d'une révolution aux réussites indéniables, emmenée par le charismatique et intègre Sankara, imperméable à toute forme de corruption, peu enclin en compromis, pionnier des combats écologistes, du développement endogène comme des luttes féministes. Le capitaine c'était un militaire, Sankara, bouscule et dérange les structures traditionnelles et patriarcales. Qui était-il? Son immense popularité auprès des jeunesses africaines, ses éloquents discours fustigeant le néocolonialisme, l'impérialisme ou le fardeau d'une dette qu'il refuse de payer, donnent des sueurs froides aux dirigeants des pays voisins, Côte d'Ivoire, Togo en tête, mais aussi à Washington et à Paris. Voilà. Allons peut-être voir un petit peu, parce que l'article ne revient pas trop sur la figure, alors que c'est comme certains ne connaissent pas forcément Thomas Sankara. Est-ce qu'on peut trouver quelques lignes sur Wikipédia qui nous résumeraient un petit peu qui était Sankara? Thomas Sankara, voilà, lisons peut-être le premier chapitre. Donc, assassiné, on vient d'en parler, au Burkina Faso, homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste, tiers-mondiste, voilà, voltaïque, parce qu'il est né en Haute-Volta, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso. Alors, il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé, donc de 83 à 87, qu'il finit par totalement incarner cette révolution. Vous voyez son portrait ici. Durant ces 4 années, donc, il mène à marche forcée, y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, une politique d'émancipation nationale. Voilà. D'où le changement de nom, d'ailleurs, de Haute-Volta en Burkina Faso. Voilà. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, on sait que c'est lui qui est derrière cet assassinat. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé, mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain. Voilà, vous avez un petit peu quelques lignes pour résumer un petit peu qui il était. Alors évidemment, la fiche Wikipédia, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Je vous invite d'ailleurs à la lire si vous avez le temps un petit peu ce matin. Alors, le procès, il s'agit de juger ceux qui ont participé à cet assassinat, mais pas seulement. Vous avez compris que ça pose la question d'éventuelles interventions extérieures. La parole à l'avocat de la famille Sankara, qui est l'actuel ministre d'ailleurs de la ville, dans le pays. Les soutiens extérieurs ne font pas l'ombre d'un doute. Pour vous, demande l'humanité à cet avocat. Est-il établi qu'il y a eu des complicités internationales? Et il répond, l'avocat de la famille Sankara, bah oui, bien sûr, dans mon esprit, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Reste à savoir. C'est là où c'est pas si simple. Merci Equinox pour ton sub. Reste à savoir si ces complicités ont simplement accompagné le coup d'État ou si elles concernaient également la décision d'éliminer physiquement Thomas Sankara. Ça n'est pas la même chose. Une des questions que pose ce procès, c'est est-ce que la France, de près ou de loin, a une responsabilité dans la mort de Sankara? Voilà pourquoi cet article de l'Humanité est important. Voilà pour l'UMA. Quelle heure il est 1h22, 1h22 qu'on stream. Je surveille l'heure. Ok, peut-être que j'accélère un petit peu. Ok, il me reste... oui, bon, j'accélère un petit peu. Il me laisse le Figaro Écho. Un petit coup d'œil aux échos. Il faudra qu'on aille voir la presse en région aussi. Ok. Voilà, je vais aller recharger le café très vite. Ok. Je vais recharger un petit peu le café. Ok. Dans 1 minute 30. Super vite. 1 minute 30 max, mais je vous promets, hein, chrono.
je reviens chargé de café pour lire la fin de la presse nationale. Il reste des trucs sympas. Oh, je vous montrerai ce magazine qui est magnifique aussi. Je ne l'ai pas lu encore, mais on le lira ensemble cette semaine. Les tatoués, c'est un magnifique objet. Donc 1 minute 30. Ok, je vous mets une petite pause. Ici, tac, un petit peu de musique. Tac, ici, musique pour les abonnés. Un petit coup de pub pour les autres. Et je reviens dans 1 minute 30. Let's go. I've been a queen, I've been a king, and still I don't fit in, so I can help you there. Don't feel like talking when the whole world's caving in. Yeah, baby, I can help you there. I'm getting out of this town, I'm getting back on the road. Feel like I'm going down, it seems like I'm getting old. Yes, 1h30 pile de retour, je vous l'ai dit. 1 minute 30 max, désolé. J'espère que vous êtes toujours là. Allez, on continue. On va parler de la Chine, la menace chinoise. Ce qu'il faut avoir peur. On va parler de Netflix et toutes les séries internationales étrangères que Netflix met en avant. Et c'est un peu les premiers à faire ça. Voilà. Et puis, on parle d'un jeu vidéo aussi un petit peu particulier. Il y aura la presse en région aussi. Let's go pour le Figaro. Est-ce qu'il faut flipper? Est-ce qu'il faut avoir peur? En tout cas, attention à l'entrisme de la Chine, musique qui fait peur. Elle est où ma musique qui fait peur? Je ne sais plus. J'ai une musique qui fait peur notamment, que je n'utilise pas que pour la Chine d'ailleurs. Tac, tac. Musique qui fait peur. Let's go! L'entrisme de la Chine, une menace pour l'Occident. Pékin utilise tous les ressorts de sa puissance pour accroître son influence à l'étranger et dénigrer le modèle libéral, un défi que les démocraties commencent seulement à prendre au sérieux. De quoi s'agit-il? Je lis le Figaro ce matin. Pendant longtemps, la Chine a soigné son image, cherchant avant tout à séduire sur la scène internationale. Désormais, écrit le Figaro, le régime communiste semble préférer à la sagesse de Confucius la loi de Machiavel. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Pas cool comme philosophie. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. C'est pas cool. Mais c'est comme ça. C'est Machiavel. Dans une vaste étude, là je redeviens sérieux, consacrée aux opérations d'influence chinoise, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, ce qu'on appelle l'IRSEM, dévoile les moyens gigantesques pour entraver toute action contraire aux intérêts du Parti communiste chinois, imposer sa vision du monde, changer les règles de l'ordre international. En quelques années, la diplomatie chinoise a pris un tournant agressif, utilisant les mêmes méthodes que la Russie: ingérence électorale, manipulation des réseaux sociaux, désinformation, sabotage, rapprochement avec les mouvements politiques extrêmes. Américains et Européens commencent à réagir, s'organisant pour surveiller les agissements et les investissements chinois. C'est la une du Figaro ce matin, les yeux ouverts. Il faudra avoir les yeux ouverts face à la menace que représente la Chine pour l'Occident, pour les démocraties occidentales. C'est en tout cas l'analyse du Figaro. J'adore parce que je parle de philosophie, puis après certains me parlent d'Amel Bent. Excellent.
Qu'est-ce qu'on a encore? Allez, parlons de Netflix, je vous l'ai promis. Les échos. Ah oui, les échos comme ça vous semble pas sexy, ça, le supplément entreprise et marché? Les échos? Bah si, c'est sexy, vous avez des histoires incroyables. D'hommes, de femmes dans ces pages échos. Et ici, de séries de Netflix. Let's go. Squid Game. Bah, on a déjà parlé de cette série sud-coréenne ici. Hein, d'énormes succès en passe de devenir la série étrangère qui a remporté le plus grand succès sur Netflix, voire la série tout court. Voilà. Non, je spoile pas. Non, l'article n'est pas du tout sur Squid Game. Pas de spoil. No spoil. C'est le pari réussi de Netflix sur les séries non américaines qui est ici intéressant. Je lis les échos. La production coréenne est en passe de devenir la série la plus visionnée sur la plateforme. Netflix a été le premier studio américain à exporter en masse des programmes non américains et garde une longueur d'avance en la matière. Hop, je regarde un truc. En la matière. Ok, donc c'est le constat des échos. Netflix a été le premier studio américain et même mondial à ambitionner d'inonder la planète avec des séries ou des films dans plusieurs langues et pas seulement fabriqués à Hollywood et en anglais. Après Lupin, vous vous rappelez de Lupin, produit par Gaumont avec Omar Sy, avant lui La Casa de Papel bien sûr, une série reprise à une chaîne espagnole fin 2017. C'est au tour de la série sud-coréenne Squid Game de faire un carton. C'est pour ça qu'on parle de Squid Game ce matin. Squid Game qui est une bonne justification des 700 millions de dollars investis par Netflix, mais la somme est dingue, investis par Netflix dans la création sud-coréenne entre 2015 et 2020 qui ont donné lieu à 80 films et séries. Alors, après il y a des reproches, il y a des débats. Certains estiment que d'un point de vue esthétique, Netflix américanise les productions de chaque pays davantage qu'il n'ouvre les horizons du public mondial avec les séries non américaines. Voilà. Mais en tout cas, le constat des échos, c'est que Netflix a été le premier comme ça à faire ce pari sur les séries non américaines. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, cette espèce de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ouverture sur le monde, d'ouverture d'esprit à d'autres langues, d'autres cultures que nous permettent les plateformes type Netflix. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je remonte un petit peu le chat. Pas d'accord sur le formatage de style. Me dit, ça va trop vite, je remonte un petit peu. Voilà. On retrouve pourtant bien les codes coréens dans la série, je trouve. Enfin, c'est ce que certains disent sur Squid Game, effectivement. Voilà. Certains trouvent Squid Game surcoté, mais c'est un autre débat. On l'a déjà eu ici, d'ailleurs, on en a déjà parlé. Voilà. Génial pour l'interculture, dit Halsey. C'est le pseudo avec plein de S, donc je fais les S. Voilà. Très beau move de la part de Netflix, dit Silver. Tant qu'ils ne poussent pas les séries françaises, tout va bien. Oh, mauvais esprit, les Minx. Arte l'a fait avant Netflix, nous dit Jazz Rider. Okay. Peut-être pas au même niveau. Voilà. Plus de séries françaises, ce serait bien. Bon, Nervasta n'est pas d'accord avec l'avis évoqué tout à l'heure. Okay. Dark, sériellement, sur Netflix, c'est incroyable. Ah, c'est pas la première fois que je le lis, ça. Dark. Ok, Idriss, je me mets ça de côté. Ok. Alors ça, je pense que King Polo a raison avec cet argument que j'ai lu tout à l'heure. Le gouvernement oblige en capital Netflix à utiliser 20% de son chiffre d'affaires en France pour financer des productions européennes en langue française. Donc ils ne le font pas seulement par plaisir, c'est vrai. Mais quand on voit les investissements de Netflix à l'international, sur les séries internationales, on imagine que toutes les législations ne sont pas aussi coercitives, entre guillemets, pour de bonnes raisons d'ailleurs. C'est très, très bien que la France fasse ça. Donc il y a de toute façon une appétence de Netflix, un choix, un pari sur les séries étrangères qui existerait peut-être sans cette obligation, peut-être pas forcément au même niveau pour la France, c'est vrai. Et merci Orny Beatle pour ton sub à l'instant. Allez, on continue, parce qu'on parle de séries, on parle de jeux vidéo maintenant. Alors, enfin, jeux vidéo, vous allez me donner votre avis, parce que certains m'ont dit, oh là là, c'est naze ce truc. C'est naze. Alors certains sur Dark sont pas d'accord, ils disent que c'est plus efficace qu'un somnifère. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Axie Infinity. Vous connaissez ou pas? Alors certains m'ont dit oh c'est pourri le concept et tout. Merci Romano, vous allez me dire ce que vous en pensez. Merci Romano pour le soutien.
Axie Infinity, le jeu vidéo qui valait 3 milliards de dollars, proche de Pokémon. Okay, le jeu vietnamien, c'est vietnamien à la base. J'y joue en ce moment même, me dit quelqu'un. Me dit Hey Joe. Ah bah voilà. Aux petites créatures virtuelles vient de lever 150 millions de dollars auprès de financiers. Alors, ça marche comment? Collectionner de mignonnes créatures virtuelles et les envoyer au combat afin de les rendre plus fortes. Ça me rappelle quelque chose, ça, effectivement. Un petit peu Pokémon quand même. À première vue, le jeu vidéo vietnamien Axie Infinity ressemble beaucoup à la licence japonaise Pokémon qui fête ses 25 ans. Dans Axie Infinity, c'est là où ça devient intéressant parce que c'est original, chaque créature est unique. Il s'agit d'un NFT, vous savez, un objet numérique associé à la blockchain, ici, pas Bitcoin, mais Ethereum, qui peut se revendre contre de la crypto-monnaie. La créature peut se revendre. Dit autrement, les joueurs sont propriétaires de leurs monstres virtuels. En les élevant correctement, leur valeur augmente. Et les plus puissantes peuvent se revendre sur une plateforme gérée par Sky Mavis contre plusieurs dizaines de milliers d'euros pièce. Le fonctionnement d'Axie Infinity n'est pas sans rappeler celui des cartes de footballeurs en NFT du français Sorare, on en a parlé ici d'ailleurs, qui vient de lever la bagatelle de 680 millions de dollars. Comme lui, Axie Infinity se place sur un nouveau modèle, celui du Play to Earn. Certains me l'ont dit tout à l'heure, c'est le Play to earn money, c'est-à-dire jouer pour, in fine, gagner de l'argent, c'est ce que dit Althusser à l'instant dans le chat. Dans le web d'aujourd'hui, notre jeu vidéo à succès ne rapporte rien aux joueurs. Un jeu vidéo à succès ne rapporte rien aux joueurs, malgré le temps investi par ces derniers pour améliorer leurs avatars, collectionner, déconstruire des mondes, explique le fond qui a mis des sous là, alors que avec ce jeu, plus tu joues potentiellement, plus tu peux gagner de l'argent. Alors on en est où? Il y a 2 millions de joueurs actuellement. Axie Infinity est aujourd'hui joué par 2 millions de personnes. Chaque jour, parmi elles, une large proportion dans les pays du Sud, Philippines, Venezuela, un jeu vietnamien qui a fait une percée pendant le confinement. Voilà. Élever et revendre ces créatures virtuelles a permis à ces personnes, soudainement sans emploi, de subvenir aux besoins de leur famille. Les meilleurs éleveurs dans ces pays qu'on évoque, là, Philippines, Venezuela et Vietnam, les meilleurs éleveurs ont gagné suffisamment avec ce jeu pour acheter une maison ou investir dans les terrains agricoles. Alors, comment ça marche? Alors là, il faut des sous. Il faut des sous aujourd'hui, c'est très particulier. Pour débuter sa partie, le joueur doit acheter 3 créatures qui valent aujourd'hui plusieurs centaines de dollars pièce. Donc si vous pensez mettre 20 euros, 30 euros, 40 euros dans le jeu, vous oubliez. Plusieurs centaines de dollars pièce pour chaque créature, il en faut 3 pour commencer. Une mise de départ importante, tu m'étonnes, donc nécessaire pour se lancer dans le jeu, qui doit être considéré avant tout comme un investissement à risque. Voilà. Explique le Figaro, les Échos. Des intermédiaires, d'ailleurs, sont apparus. Ils achètent les créatures et puis les louent aux joueurs. Ça coûte moins cher. En échange, ces derniers doivent reverser une partie de la revente des petits monstres qu'ils auront élevés. Est-ce que c'est encore du jeu vidéo? Certains parlent carrément d'un système pyramidal dans le chat. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Perso, j'achète des jeux pour avoir du divertissement. Rien d'autre, me dit Gumgem, par exemple. Voilà. C'est malsain, renchéri commode, comme l'empereur. Notamment, tu joues pour gagner du plaisir, pas des sous. Gamifier la spéculation, dit encore Kenouf, ça a l'air extrêmement malsain comme concept. Voilà. Ça ne s'appelle plus un jeu avec ce concept-là, dit Jerry. Ouais, c'est un petit peu ce que je disais. Est-ce que c'est toujours un jeu, hein? Est-ce que c'est toujours un jeu quand quelque part l'objectif c'est de gagner des sous, quoi. C'est la spéculation sur les cryptos enrobés dans un jeu, nous dit Kaz encore. Voilà. Une spéculation cachée sous une base esthétique d'un jeu vidéo, dit Fusion Axe. Ouais, c'est intéressant, hein. Ok. Globalement, vous n'êtes pas super séduit, hein. Et en même temps, comme le dit Barberaz, tant qu'il y aura des gens pour payer, évidemment, Toile, merci pour le soutien. Oh là là. Le t-shirt gris, Samuel. Je l'ai déjà fait dimanche, j'avais un autre t-shirt gris. Le t-shirt gris, là, en stream, quand tu bouges les bras pendant 3 heures, tes auréoles dessous, c'est pas possible, Sam. Vous clippez pas ça. Hein. C'est pas possible. Il faut le t-shirt gris, non. C'est t-shirt bleu, foncé, noir, blanc, mais pas gris clair, quoi. Faites-moi penser la prochaine fois que vous me voyez avec un t-shirt gris. Non, c'est un autre t-shirt. Regardez par rapport à hier, c'est pas la même coupe.
je me lave et je change de t-shirt. Mais Samuel Etienne, quoi, la prochaine fois que vous me voyez avec un t-shirt gris clair, vous me le dites, quoi. Samuel, les auréoles, quoi. Les auréoles. Et en plus, je ne suis pas un saint. Un saint, les auréoles. Excellent. Formidable. Ok, bon, ben, qu'est-ce qui reste? Alors, déjà, je vous promets que dans les jours prochains, regardez ce que j'ai trouvé ce matin dans ma boîte aux lettres. Merci, Colonel Fabien. Oh, j'ai la ref. Colonel Fabien, ça nous envoie quelque chose, ça. Du côté d'un parti. D'un parti politique. Merci pour ton soutien, merci pour ton sub. Tu as vu qu'on a lu l'Humanité tout à l'heure. Eh, c'est pas beau, ça, hein? Regardez ça. Hein? Sphère, petite communauté, grande histoire. C'est un super magazine, ça. C'est le numéro... Je dirais numéro 6. Ouais, ha, ha, ha. Number 6. Là, c'est un truc sur les tatoués. C'est cool, non? Voilà. Oui, je transpire comme les autres. En fait, je suis humain. Et donc, hop, je vais feuilleter ça pour vous, je vous le dirai. Bon, je vous ai dit qu'on n'oubliera pas la presse régionale. Il est quoi? 11h11. Allez, on prend encore un petit moment. Ouais, je suis un peu tatoué, ouais. Lord Stéphane qui me demande si je suis tatoué. Je suis un peu tatoué, je suis un peu beaucoup tatoué. Mais c'est du tatouage socialement invisible. C'est-à-dire quand je suis en t-shirt, même t-shirt short, on ne voit rien. On ne voit rien ne dépasse. C'est pour moi, c'est secret, c'est mystérieux. J'en parle facilement, mais je ne les montre jamais. Voilà, sur quasi-totalité du torse, de haut en bas, il y a de l'encre partout. Voilà, voilà, c'est mon truc à moi. Des dragons, je fais des gros dragons. Enfin, on me fait, parce que moi, je ne sais pas dessiner. On va voir la presse en région ou bien? Voilà. C'était là, tatouage compatible travail. Voilà. Laisse tomber ton t-shirt, monte ton tatou. Mais non, je vous dis que c'est secret, c'est secret. Alors, allons voir la presse en région. Petit café rapide là. Et on attaque la presse en région. On commencera avec la Marseillaise. Est-ce que ça marche? Let's go. Ok, c'est bon, ça marche. Petit café. Allez, ça fait longtemps qu'on a pris un petit café. Faites péter les émotes là. Allez vous hydrater un petit peu là. Et non, il y a un mec, il y a Vince qui me recommande un déodorant anti contre la transpi. Allez, un petit café. Je dis merci à la vie, Non, je c'est dis Edouard merci, Baird, ça. je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Non, c'est Edouard Baird, ça. La musique du café, elle est là. Yes. Allez, petit café, puis on y va pour la presse en région. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? La presse en région, c'est du bonheur. D'abord parce que c'est une super presse de qualité. Et puis, parfois, ça nous confirme les grosses actus du moment. Et puis, parfois, ça nous emmène ailleurs, ce qui est encore plus intéressant. La Marseillaise. On nous parle des sapeurs-pompiers, on nous parle des écoles, on nous parle du monde du travail sauce Uber. Il faut savoir que la Marseillaise, c'est un journal qui a plutôt le cœur à gauche. La croissance des plateformes numériques explose au détriment de travailleurs pauvres. Témoignages et analyses. On en a déjà parlé ici. Ça ne va pas nous empêcher de feuilleter un petit peu ce numéro. Faute de salaire décent, une société ubérisée. C'est intéressant ça. Lisons le chapeau là. Petit résumé du dossier. Ah oui, les cris. Oui, vous avez entendu Lucille les cris derrière moi. Oh, c'est mignon, vous avez entendu. Cyril a deviné, c'est le petit Solal qu'on entend crier. Oui. Ah, vous avez entendu? Il est bon ce micro. Ouais, c'est en fait la chambre de mon petit dernier qui a 1 an et demi est à côté. Donc là, je pense que sa sieste est terminée. Et puis il s'est signalé à la maison avec ses petits cris perçants là. Ça veut dire venez me chercher quoi. Voilà. Non, personne n'est attaqué. Et alors il a un bête de caractère, Solal. Je peux vous dire que quand il va grandir, je vais prendre très cher. Avec Solal, c'est un cœur. Il est à la fois très, très tendre, très doux, très attentionné, mais il est chaud en même temps, quoi. Voilà. Donc quand il a un truc à dire, il le dit. Quand il a un truc à faire, il le fait. Donc là, il a dit, c'est fini la sieste, maintenant vous venez me chercher. C'est lui que vous avez entendu. Lisons maintenant la Marseillaise, quand même. Des salaires trop bas, des temps partiels imposés et à la fin du mois, des travailleurs pauvres. Tous les ingrédients réunis pour chercher désespérément à compléter des revenus qui permettront d'assurer le minimum ou se permettre des dépenses inaccessibles et pourtant très légitimes comme la culture, le sport ou les vacances. D'autant que les nouvelles technologies et le culte des start-upers, ces entrepreneurs innovants, démultiplient à l'envi les possibilités.
Un phénomène de société tel qu'il a donné matière à l'un des personnages du dernier film de Bruno Podalides, les deux Alfred Arcimboldo, entrepreneur de lui-même et roi des petits boulots sur appli. Donc ça, c'est une présentation du truc. On a un témoignage ici d'une dame, de Nora. C'est la dame qu'on voit au volant, là, vous voyez, ici. Nora, mère de famille à Marseille, qui s'est inscrite sur la plateforme. Quelle plateforme? Uber, à Marseille, pour avoir un peu plus d'argent, en plus de son travail. Elle y laisse beaucoup d'énergie, car pour un complément de revenu correct, il faut lui rouler des heures la nuit. Nora a 35 ans, son prénom a été changé. Elle vient de rejoindre la flotte il y a 3 ans des chauffeurs Uber pour arrondir les fins de mois. Voilà, elle travaille déjà à côté, mais elle a besoin d'argent pour pouvoir s'occuper de sa fille de 11 ans, dont elle se dispute la garde avec son ancien compagnon qui est beaucoup plus riche qu'elle. Alors après une journée de travail, pour lequel elle passe déjà plusieurs heures derrière un volant, parce qu'elle consacre ses soirées et une grande partie de ses nuits à rouler encore et encore. C'est fatigant, j'ai un peu grossi à cause de ça, je me repose le week-end quand je suis avec mon enfant. Ce complément de salaire, elle l'arrache au prix de nombreuses heures de trajet, elle y laisse non seulement beaucoup de son énergie, mais aussi pas mal d'euros qui vont dans les caisses d'Uber en guise de commission, notamment. Voilà. Voilà. Elle résume. Hein. En gros, je ne sais pas si vous savez à peu près les ratios. Non, c'est pas. Ah, vous êtes, je vois, c'est Étoile en photo. Vous n'êtes pas. Joseph Étoile, c'est un beau gosse, Étoile. Eh oh bah, pardon pour Monsieur Pascal Savoldelli, là, le sénateur, mais bon, Étoile, il est quand même. Hein. Vous connaissez non, pas ce ratio-là, un autre ratio. Elle explique, Nora, quand vous payez une course 50 euros, c'est une sacrée course, 50 euros. J'en gagne 30, le reste va à Uber. Et sur ces 30, eh ben, je dois payer l'essence, l'entretien de la voiture. Voilà. Voilà. Une société ubérisée. Le monde du travail sauce Uber, c'est la une de la Marseillaise ce matin. Allez, feuilletons un petit peu la presse quand même. Bon, là, je suppose que c'est toujours sur le rapport Sauvé. Et oui, c'est ça. Vous savez, le rapport sur les violences sexuelles au sein de l'Église, commis par le plus souvent des prêtres, les croyants à l'épreuve du choc. Pourquoi cette une du Courrier Picard? Parce que hier, c'était la première messe du dimanche après le dévoilement du rapport Ambiance dans les églises. Le reportage de la cathédrale d'Amiens. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de réactions, évidemment, des fidèles. La question est de savoir qui va indemniser, puisque l'Église a prévu d'indemniser les victimes, on en parlait hier. D'où va venir l'argent? Le paradoxe, c'est que l'Église catholique, en France, pourrait lancer une espèce de grande collecte de fonds pour récolter de l'argent auprès de ses fidèles. Donc ce serait aux fidèles de payer les crimes, les errements des prêtres qui ont violé. Voilà, donc ça crée beaucoup de polémiques. Bon, voilà. On ne va pas y revenir, on en a parlé hier. Là, c'était clair sur l'hôpital qui veut mieux s'armer contre le cancer du sein. Là, on est dans le mois d'octobre rose. Hein. Par ailleurs, de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a? Regardez le Man Libre aussi sur cette actualité. Au Mans, première messe depuis le rapport Sauvé, des fidèles attristés et partagés. Bon, ça, c'est Pôle emploi qui cherche des figurants. On est dans le nord de la France. Je vous le montre rapidement. C'est la une de la Voix du Nord. Voilà. Pôle emploi, on trouve de tout, parfois. Même des jobs de figurants. Je feuillette. Bon, ça, vous le savez peut-être, mais le taux est assez impressionnant. Hein. Beaucoup d'étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études. 43% des étudiants normands obligés de travailler. C'est énorme. 43% des étudiants, voilà. Ils ont choisi, ou pas, d'ailleurs, de cumuler études et emploi. Petit job, véritable emploi à temps partiel. Il n'est pas rare de croiser sur les campus normands les étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études. 43%, oui, tu m'étonnes, il n'est pas rare. Voilà. Serveur, babysitter, gardien de nuit, pompier volontaire, hôtesse de caisse. Ils nous racontent comment ils gèrent les deux statuts et à quoi ils destinent leur rémunération. Bravo à ces étudiants qui arrivent à supporter la charge d'un travail en plus de leurs études. Voilà. On feuillette. J'essaie de voir des choses qui peuvent être intéressantes
À la une de la presse en région, je vois un titre qui m'interpelle là. Du côté de la Charente libre, salaire payé plus pour recruter mieux. Vous savez qu'il y a des secteurs qu'on dit en tension en France, des secteurs qui n'arrivent pas à recruter, hein, vous savez, alors que les offres d'emploi, je pense à l'industrie, je pense à l'hôtellerie, à la restauration, au secteur de la santé aussi. La Charente libre dit et si on augmentait les salaires? Alors que plusieurs secteurs d'activité peinent à recruter, une hausse des salaires est souvent évoquée. Mais pour les syndicats comme pour les patrons, ce n'est pas la seule clé. C'est ce que semblait dire le patron du MEDEF tout à l'heure d'ailleurs. Il ne faut pas trop augmenter les salaires. Ouh, pas trop. Ok, là il y a du basket. Ouest France, tiens. Que nous dit Ouest France, hein, le journal le plus vendu en France? Environnement des îles mises sur une énergie verte et locale. C'est cool ça. Là, on est sur l'île de Molène, nous dit la photo dans le Finistère, qui vise l'indépendance énergétique. Waouh, c'est pas rien. À l'horizon 2030 et espère tourner la page du fioul. Comme de nombreux territoires isolés qui gagnent en coût et en autonomie. Ainsi, en Irlande du Nord, il y a une île qui s'appelle l'île de Rathlin, qui a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en passant aux énergies renouvelables. C'est cool ça. Une île totalement indépendante sur un plan énergétique. Bon, je suppose que sous l'île, il n'y a pas de pétrole, donc on parle sans doute d'énergie renouvelable. Ça, c'est cool. Ah, je vous parlais de Octobre Rose, de l'importance du dépistage, de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La presse de la Manche nous rappelle que les jeunes ne sont pas épargnés. Une femme sur 8 sera touchée par sa vie par le cancer du sein en France. Et parmi elles, 10% ont moins de 40 ans. C'est un chiffre qui semble progresser. La une de la presse de la Manche. Je vois Nice matin, je vois Var matin, je vois Monaco matin, je vois le grand écart des tarifs sur quoi? Sur la restauration scolaire. Ok, c'est la une de l'Ardennais. J'ai repéré d'autres unes ce matin qui m'intéressaient. Tiens, je voulais vous montrer celle-ci. L'Union. Ça, c'est une bonne nouvelle parfois. Hein. Quelqu'un me dit quelle édition de Ouest France? Parce qu'il y a plusieurs éditions. Vannes, Redon, Lorient, Rennes. Alors, en fait, sur la plupart des journaux régionaux, il y a plusieurs éditions. Donc, je vous cite celle que j'ai sous les yeux. Souvent, la une, d'ailleurs, est la même. Pas toujours. Hein. Mais si je commence à vous citer les éditions régionales à l'intérieur ou locales, on va y passer la journée. Mais tu as raison, il y a plusieurs éditions pour les journaux régionaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, peut-être qu'on verra la une du Télégramme qui dit quelque chose d'intéressant ce matin puisqu'on parle de la Bretagne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez que la courbe des contaminations au Covid-19 est en baisse en France. On touche du bois. On espère que ça va continuer. Et bien, le sport reprend. Les compétitions sportives reprennent, notamment les courses à pied qui ont été mises sous cloche. Hein, vous le savez, les habitués du running le savent peut-être. Et regardez cette image comme elle est belle. Le titre aussi, Run in Reims. Donc c'est une course qui vient de se dérouler à Reims. Heureux de courir à nouveau ensemble. Voilà, les compétitions amateurs de course à pied qui reprennent. Et regardez les sourires et tous ces jolis de ça. Voilà. Il va falloir que je me remette à courir sérieusement, moi, parce que je travaille un petit peu trop. J'ai un peu levé le pied sur le sport et ça n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui demande si on a fêté un bon anniversaire à Darmanin. Serait-ce l'anniversaire de Gérald Darmanin? Écoute, vérifions cette information qui m'a échappé en direct live. Darmanin. Voyons. Attention, suspense intolérable. Gérald Darmanin, né le 11 octobre 1982, donc c'était une vraie info. Alors ce matin, on n'a pas souhaité du tout un bon anniversaire à Darmanin, mais on a souhaité une bonne anniversaire à Jean-Jacques Goldman. À un moment, un jour, il faut choisir. On ne va pas souhaiter les anniversaires à tout le monde, donc ce matin, c'était Jean-Jacques Goldman, 70 ans. Cette une de l'Union, elle était belle. Ah, on parlait d'Octobre Rose. C'est drôle, il y a deux actualités qui se télescopent et deux actualités sympas. C'est les gens qui se mobilisent pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Et parfois, on court d'ailleurs, comme ici à Angers, une journée sportive et conviviale qui a rassemblé 6000 participants quand même au lac de Maine. Courir pour dépasser le cancer. Et puis, on vous parle de football aussi, bien sûr. Ah, ça, c'est intéressant. Dans quelques jours, je crois que c'est jeudi, sera dévoilé le parcours du Tour de France, édition 2022, Tour de France cycliste, avec une grande nouveauté cette année. Quelle est la grande nouveauté? Est-ce que vous avez dans le chat à Samuel qui n'ose pas souhaiter un bon anniversaire à GG. Ah non, Lucille, c'est pas du tout que j'ose pas souhaiter un bon anniversaire à Gérald Darmanin, c'est juste que je n'avais pas envie, je ne veux pas souhaiter des anniversaires à tout le monde. Là, ce matin, c'était Jean-Jacques Goldman.
C'est tout. Voilà. Le Tour de France féminin, Malquet, bonne réponse. Bonne réponse. Ouais. Et les femmes, exactement. Vous avez l'info. Putain, vous êtes plus au courant que moi. Effectivement, il y a un Tour de France féminin. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Tour de France féminin. Ça, c'est bien pour le sport féminin. Hein, de grandes épreuves comme ça connaissent aussi leur pendant féminin. Alors, dans quelques jours, sera dévoilé le parcours justement de ces 2 Tours de France pour le coup. Et alors, voilà que c'est jeudi, officiellement, et voilà. Ah, il y a des petits cœurs autour de Marion Rousse. Je crois que Marion Rousse, l'ancienne championne, et consultante d'ailleurs, elle parle beaucoup de vélo dans les médias, elle est super d'ailleurs. Je crois que c'est la directrice du Tour de France féminin. Voilà. D'ailleurs, c'est confirmé par Castoff à l'instant. Et bravo à elle. Oh, j'adore. Je vais lui envoyer un message pour l'inviter, tiens, ici, pour répondre à vos questions. Alors, donc normalement, le parcours doit être dévoilé jeudi. Et voilà que la Nouvelle République des Pyrénées nous dit les Pyrénées au sommet. Alors, il y a eu des fuites ou quoi? Bon, le journal est persuadé qu'il y aura de très belles étapes dans les Pyrénées. On en reparlera jeudi. Alors, ok, Sud-Ouest salue le succès des Bleus dont on a parlé tout à l'heure. Hein, la victoire en Ligue des Nations. But de Benzema. Le but de Benzema, c'est une folie. Et de Mbappé. Voilà. Hop, la Provence en parle aussi. La résurrection. Ah bah oui. Hein, les Français éliminés en Coupe d'Europe par les Suisses, je ne dis pas de bêtises. Et puis qui reviennent et qui battent l'Espagne et qui battent les Belges aussi en demi-finale de cette Ligue des Nations. Alors c'est pas la Coupe d'Europe, c'est pas le championnat du monde, mais ça reparle du hors-jeu encore. Mais à 1 an et 1 mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, on en a parlé tout à l'heure de la polémique sur le hors-jeu, mais vous n'étiez peut-être pas là. 1 an et 1 mois de la Coupe du Monde au Qatar, c'est plutôt une bonne nouvelle. La résurrection. Titre, maintenant, la Provence. Et ça c'est cool. Le Télégramme, c'est la une que je voulais vous montrer quand je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Télégramme, puisque on a vu la reprise des courses à pied, des marathons, ce genre de choses. Voilà. Et regardez carrément la une du Télégramme, la Bretagne guérie. Oh, comme ils exagèrent parfois les journalistes. Tu lis la Bretagne guérie, même avec un point d'interrogation, tu dis waouh, ça y est, on est guéri. On n'aurait pas guéri, mais c'est vrai qu'en Bretagne, les chiffres sont particulièrement bas. Voilà, regardez avec moi. Un taux d'incidence tombé à 26,3 cas de Covid pour 100 000 habitants, 27 personnes en réanimation. Voilà. Même si la prudence reste de mise, le contexte actuel en Bretagne devrait nous permettre de passer un hiver tranquille, alors qu'on avait beaucoup d'inquiétudes, vous savez, l'automne, l'hiver, refroidissement des températures, on a vu ce qui s'était passé les saisons précédentes, c'est-à-dire une remontée de la courbe des contaminations. Est-ce que cette remontée n'aura pas lieu aujourd'hui? Il y a Lucille qui doit être bretonne, qui nous dit que les Bretons sont immunisés contre tout, pas contre la pluie, si je puis me permettre. Je suis breton, donc j'ai le droit de le dire. La Bretagne guérie, point d'interrogation. Voilà, on touche du bois, là encore, et on espère le meilleur. C'est la une du Télégramme. Eh ben, c'est pas mal tout ça. On s'est régalé. Ah, vive la Bretagne. Il y a des Bretons dans le chat. Il y a des Bretons. C'est l'alcool qui nous guérit. Vous êtes bêtes, mais je vous adore. Les amis, merci. C'est marrant, il y a quelqu'un qui allait voir Solal, le nom de mon deuxième, donc en hébreu, ça veut dire qui ferait son chemin. Ah bah, je peux vous dire que Solal, il va bien trouver son chemin. Ça, je m'inquiète pas trop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on vous dit merci. Merci d'avoir été avec moi ce matin, d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes 4500 là, d'avoir suivi la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble et de la vie aussi. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, voilà, en tant que follower. Comme ça, vous êtes 403 529 followers. 531. Oh, mais c'est marrant, ça augmente quand même. Je recommence. N'hésitez pas à suivre cette chaîne Samuel Etienne sur Twitch, je regarde si ça augmente, et activer les notifications, comme ça quand je stream, vous êtes prévenu par un petit message, bim, sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur. Je regarde si ça augmente. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous le voulez, si vous le pouvez, à vous abonner et à sub cette chaîne, c'est pas obligé, ça vous donne des petits avantages, pas de pub, pas de slow mode dans le chat, et d'autres petites choses comme ça, et des magnifiques badges et emotes aussi. Ça monte, 403 547. Ça, c'est les followers, hein, c'est pas les abonnements. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous pouvez, merci à tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui, à vous abonner. Et puis, on va faire un raid. Ça, c'est un petit truc à moi. J'adore quasi systématiquement faire un raid, c'est-à-dire aller découvrir tous ensemble
Voilà, vous êtes 4500 là. Eh bien, le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse, pas forcément connue, mais qui mérite un petit coup de projecteur. N'hésite pas à me faire des propals. Merci Olb1709 pour ton sub, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me faire des propositions dans le chat. J'étudie tout ça. Je vous mets un petit peu de musique le temps de trouver. Parce qu'il faut que je regarde quand même. Il faut que je regarde ce que c'est. Je ne vous envoie pas nulle part. Je vous envoie pas quelque part comme ça. Merci Lemming67, merci beaucoup. Je vous envoie pas comme ça, je regarde un petit peu ce que c'est. Faites-moi des propals. Je vous mets un petit peu de musique. J'espère que je